on va commencer par des cas cliniques un peu simples, puisque c'est les cas cliniques de ce qu'on a fait, si ça veut bien marcher. C'est un peu compliqué ce matin. Qu'on a déjà fait lorsqu'on a fait les urgences néonatales et les cours CIS et IV. Et ensuite, on fera des cas cliniques de rythmologie et des cas cliniques un petit peu plus compliqués vendredi. Donc, Mathilde, elle a eu un diagnostic anténatal de cardiopathie congénitale et en salle de naissance, elle s'est bien adaptée. Donc, je vous rappelle que quand on est en cardiologie, on a les 5 signes fondamentaux qui sont la saturation, donc y a-t-il une cyanose ou pas? Y a-t-il des signes d'insuffisance cardiaque, oui ou non, qui sont l'hépatomégalie pour la droite et la tachycardie, l'essoufflement et la dyspnée. Et on palpe bien sûr les pouls huméraux et fémoraux. Et ensuite, on essaie de déduire la saturation aussi aux membres supérieurs et membres inférieurs, qui est la saturation sous-ductale. Donc, il faut absolument toujours avoir en tête les 5 signes fondamentaux, sinon on ne peut pas avancer. Et surtout, avec ces 5 signes-là, on fait quasiment tous les diagnostics. Donc, encore une fois, Mathilde, elle a ses pouls qui sont tous faiblement perçus. Il n'y a pas de différentiel de tension. Elle est polypnéique, elle a un tirage. Donc, elle a des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Elle a une saturation qui est à 99% membre supérieur. Elle a une saturation qui est à 90% membre inférieur, qu'il soit gauche ou droit. Elle a un souffle systolique. Donc, les hypothèses. Moi, je veux bien que vous participiez. Ça me ferait plaisir parce que c'est censé être un cours interactif. Donc, n'hésitez pas, est-ce que ça peut être une coarctation de l'aorte avec l'artère sous-clavulaire gauche sous et dans la coarctation avec un canal systémique? Oui, non, pour ceux qui m'entendent ou ceux qui veulent répondre par message. Est-ce que ça peut être une interruption de l'arche et pourquoi? Est-ce que ça peut être une sténose aortique critique? Est-ce que ça peut être une défaillance du VG sévère? Donc, je vous laisse réfléchir 10 secondes et je vous en prie, allez-y, participez. Alors, très bien. Elle est rose en haut et elle est bleue en bas et elle a un souffle systolique 1/6. Donc, comment on va le traduire ça d'un point de vue du raisonnement? Lorsqu'on a les pouls faiblement tous perçus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un obstacle, d'accord? Ou que l'enfant est en bas débit. Ça, c'est vraiment important à comprendre tout de suite, d'accord? Donc, quand on a ça, il faut raisonner de cette manière. Soit c'est un obstacle. S'ils sont tous faiblement perçus, ça veut dire que l'obstacle est très haut. Donc, il est avant les troncs supracarotidiens, avant les troncs supracarotidiens. Ou alors, l'enfant est en bas débit, mais alors là, ça se voit, l'enfant est en choc, il est marbré, etc. D'accord? Donc, ça, c'est les 2 hypothèses. Maintenant, j'ai un enfant qui a une saturation. Donc, maintenant, on va raisonner sur la saturation. Il a des signes de lutte. Donc, s'il a des signes de lutte, polypnée, tirage, ça, en cardiologie, ça se traduit par une insuffisance cardiaque gauche. D'accord? L'insuffisance cardiaque gauche, quand la pression au niveau cardiaque, donc la pression surtout au niveau de l'oreillette gauche, augmente. Donc, ça fait aussi obstacle. D'accord? Donc, obstacle, il peut être au niveau de la valve aortique, il peut être au niveau à l'intérieur du ventricule gauche, il peut être au niveau de la valve mitrale, il peut être au niveau de l'oreillette gauche, il peut être au niveau des VP. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ensuite, maintenant, si j'ai une différentielle de saturation, c'est que j'ai un canal artériel. Ça, on l'avait déjà dit, mais je le répète encore une fois. Il faut toujours vous dire que si j'ai une différentielle de saturation, c'est que j'ai un canal artériel qui est perméable et qui va faire qu'on va avoir cette fameuse différentielle de saturation, sinon ce n'est pas possible. Ah, c'est reparti encore, le truc de bonnet, hein. Pourquoi le cours de bonnet se déclenche à chaque fois? C'est insupportable. Alors, attendez, je vous prie de m'excuser, ça m'était déjà arrivé la dernière fois d'ailleurs, mais j'ai compris le truc. Donc,
Donc, je reviens sur mon cours. Désolée. Voilà, ça va être plus rapide que la dernière fois. On apprend tous de ses erreurs. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, j'espère que là, vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. S'il vous plaît, voilà. Donc, je remets les hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On déduit que cet enfant a des signes d'insuffisance cardiaque gauche, d'accord? Qu'on a un obstacle quelque part parce qu'on a des pouls qui sont tous faiblement perçus. Et on a une différentielle de SAT, ça veut dire qu'on a un canal artériel qui est, puisqu'il y a une saturation qui est basse en bas, qui est systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résistances pulmonaires, en tout cas, sont en systole suprasystémique. D'accord? Donc, voilà, donc comment on raisonne? Ça, c'est le raisonnement qu'on doit... Vous devez toujours traduire un énoncé par un raisonnement cardiologique. Et puis même quand vous verrez des cas cliniques, à chaque fois, on se pose la question, d'accord, il est bleu. Est-ce qu'il est bleu partout? Il a des poux. Est-ce qu'il a des poux partout? Et ensuite, je traduis avec mes signes et j'essaie de savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, là, maintenant, on peut avancer un peu sur les hypothèses. Est-ce que ça peut être une coarctation de l'aorte avec une artère sous-clavière gauche sous et dans la coarctation avec un canal systémique? Alors, je reviens sur l'énoncé. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai? J'ai un enfant qui, au membre supérieur droit, a une saturation normale et j'ai un enfant qui, au membre supérieur gauche, a une saturation qui est celle du canal. Donc, ça veut dire que le canal, il est après, ou il est dedans l'artère sous-clavière gauche. D'accord? Parce que sinon, j'aurais une saturation qui serait la même partout. C'est bien pour ça, et je crois que je vous l'avais déjà dit dans le cours de coarctation, qu'il faut bien prendre la saturation à tous les membres, parce qu'encore une fois, une coarctation ou une interruption, surtout l'interruption, peut être à différents niveaux, et vous pouvez avoir l'interruption qui peut être avant ou après la sous-clavière gauche, et donc une saturation qui peut être normale ou abaissée. D'accord? Donc, est-ce que ça peut être une coarctation de l'aorte avec l'artère sous-clavière gauche sous et dans la coarctation un canal systémique? Oui, la réponse est oui. D'accord? Est-ce que ça peut être une interruption de l'arche aortique? Alors, une interruption de l'arche aortique, qu'est-ce que j'aurais comme signe clinique? Donc, est-ce que je serais polypnique avec un tirage modéré? Donc, la physiologie de l'interruption de l'arche aortique, c'est un enfant donc, qui a une interruption, comme son nom l'indique, et le canal artériel forcément doit alimenter l'aorte descendante après l'interruption. C'est obligatoire. Donc, ça expliquerait pourquoi il serait rose en haut et bleu en bas. Si c'est avant l'artère sous-clavière gauche, l'interruption, ça explique pourquoi il y a 90% de saturation. La seule chose que ça n'explique pas, c'est la polypnée et le tirage. Alors ça, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Un enfant qui est en hyperdébit, je vous le rappelle, il peut être un petit peu polypnéique. Maintenant, l'interruption de l'arche aortique, je vous le rappelle, ce n'est pas une physiologie de coarctation. Il n'y a pas de défaillance cardiaque gauche dans l'interruption. Dans l'interruption, le cœur gauche ne fonctionne pas à des régimes d'hyperpression, donc il fonctionne normalement. Donc, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche dans l'interruption de l'arche aortique. L'interruption de l'arche aortique, c'est des signes de défaillance, notamment multiviscérale, puisque quand le canal se ferme, l'aorte descendante n'est plus alimentée, donc vous avez de l'ischémie mésentérique, l'insuffisance rénale, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même, c'est pas du tout la même clinique. Hein. Donc, ça ne ressemble pas à une interruption de l'arche aortique parce qu'il n'y a pas de signe réel, de signe de décompensation de cardiaque gauche. Ensuite, est-ce que ça peut être une sténose aortique critique? Alors, une sténose aortique critique, quelle serait la physiologie? Encore une fois, c'est un obstacle gauche qui est haut, d'accord, puisqu'il est à la sortie du cœur. Donc, ça expliquerait pourquoi, encore une fois, j'ai toute ma clinique, c'est-à-dire je ne perçois pas bien tous les pouls, donc ça l'explique. Je n'ai pas de différentiel de tension, ça l'explique aussi, d'accord, puisque l'obstacle est très haut. J'ai une polypnée en tirage, oui, parce que j'ai des signes d'insuffisance cardiaque gauche. La sténose aortique critique va entraîner une augmentation de la pression ventriculaire gauche et donc de la pression de l'oreillette gauche. Donc oui, je vais avoir des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Maintenant, est-ce que je vais avoir une différentielle de saturation? Est-ce que c'est possible avec le canal qui est systémique? Donc oui, c'est possible si le canal artériel, il est avant la sous-clavière gauche, encore une fois. Alors j'ai une question là, je vais y répondre tout de suite. Quelle est la relation entre le canal artériel et la saturation? Un canal artériel, c'est encore une fois
Donc, c'est un shunt entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, c'est un vaisseau, il faut bien le comprendre. Ce canal artériel, il va shunter en fonction des résistances. Ça, on vous l'a déjà dit, redit et redit. D'accord? Donc, si l'aorte n'est pas alimentée en systole, la pression va énormément augmenter. Donc, le shunt va s'inverser. Donc, l'aorte va être forcément alimentée par le canal artériel ou l'interruption. Et comme vous le savez, dans l'artère pulmonaire, le sang, en fonction des cardiopathies, c'est du sang qui n'est pas enrichi en oxygène, vous allez avoir une saturation qui va être beaucoup plus basse. D'accord? Donc ça c'est la réponse à la première question. Ensuite, deuxième question que j'ai là, c'est pourquoi dans la coarctation, on aura une diminution de tous les pouls. Alors, si c'est une coarctation en choc cardiogénique, c'est-à-dire avec une défaillance, on peut avoir une diminution de tous les pouls. Donc, il faut faire bien attention à ça. Encore une fois, un enfant qui est en bas débit, on ne sent pas bien tous les pouls. Après, vous allez avoir toujours une différentielle, mais c'est très difficile de faire parfois cliniquement la différence entre des pouls mal perçus, un peu perçus. Donc, dans une coarctation en choc cardiogénique en bas débit, on peut avoir une diminution de tous les pouls. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce que je regarde en même temps. Donc, est-ce que ça peut être une sténose aortique critique? La réponse est oui. Je recommence pour les autres. Donc, c'est très important de comprendre. On va faire étape par étape parce que c'est vraiment très important. Est-ce que ça peut être une défaillance du ventricule gauche sévère anténatale? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une défaillance du ventricule gauche sévère anténatale? Ça veut dire qu'à la naissance, le ventricule gauche n'assure pas le débit. D'accord? Donc, on peut avoir un ventricule gauche qui va faire une part du débit, qui peut faire une part du débit jusqu'à, par exemple, c'est difficile de vous l'expliquer sans faire un schéma, mais lorsque j'ai un ventricule gauche qui va éjecter, il peut éjecter, par exemple, qu'au niveau de l'aorte ascendante, mais le débit n'est pas suffisant pour alimenter l'aorte descendante. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est toujours le même raisonnement. Par exemple, dans les hypo-VG ou dans les sténoses aortiques ou dans les petits VG, donc hypoplasie du ventricule gauche, on regarde comment le débit cardiaque est fait par le ventricule gauche. Donc, c'est possible qu'un ventricule gauche ne fasse le débit que, par exemple, dans l'aorte ascendante et que dans les troncs, le tronc brachiocéphalique, l'enfant soit bleu parce que l'aorte descendante et la crosse est alimentée par le canal artériel. D'accord? C'est le canal artériel qui va assurer le débit au niveau de la crosse et donc des troncs supraortiques. Donc, l'enfant, il peut être bleu avec une défaillance du ventricule gauche sévère. Et ensuite, en fonction du débit assuré par ce ventricule gauche, le ventricule gauche, il peut assurer le débit que l'aorte ascendante, ou que jusqu'au TABC, ou que jusque la sous-clavière, ou que après, ou jusque dans l'aorte descendante. Donc, en fait, ça dépend beaucoup du degré de défaillance du ventricule gauche. D'accord? Donc, on regarde, en fait, tout en échographie, hein, si le fleu est rouge ou le fleu est bleu dans le TABC, et ça nous permet de savoir jusqu'où le ventricule gauche fait le débit. Donc, est-ce que ça peut être une défaillance du ventricule gauche sévère? Oui, ça peut. Parce que le ventricule gauche ne peut faire le débit que jusqu'à la carotide et le canal artériel, lui, reprend le débit de la sous-clavière et l'enfant donc sera bleu avec des signes de polypnée. Après, ce sera un enfant qui ira en général beaucoup moins bien à la naissance avec des signes de défaillance. Ensuite, est-ce que ça peut être une transpose CV-coarctation, le fameux cas qu'on avait vu quand on avait parlé des urgences néonatales? Alors, je vous remets les signes cliniques. Donc, une coarctation, s'il y avait une TGV, CIV coarctation, je pense que vous le rappelez, comme les vaisseaux sont inversés, vous auriez eu une saturation qui serait plus basse au membre inférieur et supérieure au membre supérieur. Donc, dans la TGV, CIV coarctation, c'est l'inverse. Hein, d'accord? Les vaisseaux sont inversés, donc c'est l'inverse. Donc, on a vu les hypothèses. La coarctation de l'aorte avec l'artère sous-clavière gauche et la sténose aortique critique en particulier. Alors, je vais lire vos questions. Alors, dans la sténose aortique, donne une différence de saturation. Oui, la sténose aortique, ça peut donner une différence de saturation, encore une fois, à cause du canal artériel. Si le ventricule gauche arrive à assurer un débit jusque dans l'aorte descendante, il n'y aura pas de différentiel de saturation. Par contre, en fonction du degré de défaillance du ventricule gauche, parfois, c'est le canal, encore une fois, je répète, c'est le même raisonnement que la défaillance
du ventricule gauche anténatal, on peut avoir le VG qui va faire le débit uniquement jusqu'au, par exemple, au tronc brachiocéphalique, que jusqu'à la carotide ou que jusqu'à la sous-clavière. Et dans ce cas-là, dans la sténose aortique critique, on peut avoir une différence de saturation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on regarde en échographie pour voir jusqu'où le ventricule gauche fait le débit. Alors, on va continuer. Alors, on me demande de réexpliquer CIV, transpo, coartation. Alors, je vais la réexpliquer, mais il me faut un schéma. Donc, je le ferai juste après. Alors, donc, tac, tac, tac. On continue. Donc, maintenant, on a le même cas. Donc, le même cas, sauf que cette fois-ci, je reprends la même chose. Les pouls, ils sont tous faiblement perçus. Il n'y a pas de différentiel de tension. Elle est polypnéique et de tirage. Donc, on reprend le même raisonnement que tout à l'heure. Soit c'est parce que j'ai un obstacle gauche très haut, donc à la sortie du cœur, soit, ou en tout cas avant le TABC, hein, ça peut être sur l'aorte ascendante, soit c'est parce que je suis en bas débit, toujours. Et ça, c'est bien sûr la pression artérielle qui nous le dit. La polypnée, le tirage, donc signe d'insuffisance cardiaque gauche. La saturation, elle est à 87 aux 4 membres et il n'y a pas de souffle. Donc là, l'enfant, il est plus rose. Donc c'est un autre cas. D'accord? C'est un peu le cas qu'on vient de voir où on a expliqué la défaillance du ventricule gauche. OK? Donc quelles sont les hypothèses? C'est la même chose que tout à l'heure. On reprend exactement la même chose. Est-ce que ça peut être une coarctation de l'aorte avec l'artère sous-clavière gauche? Non. D'accord? Parce que là, l'enfant, je vous remets, mais là, il est bleu aux 4 membres. D'accord? Donc, ça ne peut pas être ça. Parce que si c'est la coarctation, l'enfant, il est rose, au moins dans un des 2 membres supérieurs. Est-ce que ça peut être une interruption de l'arche aortique? On l'a déjà dit tout à l'heure, l'interruption de l'arche aortique, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche. Il peut y avoir des signes de polypnée quand il y a une CIV large associée. C'est ce qui est souvent le cas dans l'interruption de l'arche. C'est en fait associé à une CV de la haute tête avec une bascule postérieure du septum conal, mais ça, vous reverrez. Donc, ce n'est pas tout à fait la clinique. D'accord? Ensuite, la sténose aortique critique. Alors, est-ce que ça peut être une sténose aortique critique? Donc, je l'ai dit, je viens de l'expliquer suite à une question d'un de vos collègues. Oui, ça peut être une sténose aortique critique si le ventricule gauche est tellement défaillant que c'est le canal artériel qui fait tout le débit à travers la crosse et dans l'aorte ascendante. Donc oui, ça peut être une sténose aortique critique. Est-ce que ça peut être une défaillance VG sévère? Ben oui, on l'a déjà expliqué. Quand le ventricule gauche est très défaillant, c'est le canal artériel parfois qui prend le relais du débit dans toute la crosse et parfois dans une partie de l'aorte ascendante. Est-ce que ça peut être une hypoplasie du ventricule gauche? Donc, hypoplasie du ventricule gauche. Est-ce que j'aurai des pouls faiblement perçus, une différentielle de saturation, etc.? Eh bien oui, ça peut être aussi la clinique. Sauf que, en général, dans l'hypoplasie du cœur gauche, je n'ai pas de signe, encore une fois, d'insuffisance cardiaque gauche. Hein. D'accord? C'est le canal artériel qui fait tout le débit. Donc, normalement, je n'ai pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche, les signes, par contre, d'hyperdébit. Donc, faites très attention à cette petite subtilité qui est quand même très importante. Donc, maintenant, un autre cas, c'est toujours Mathilde. Mathilde, elle a une adaptation correcte à la vie extra-utérine. C'est toujours la même chose. Sauf que maintenant, je n'ai pas tout à fait la même clinique. J'ai une saturation membre supérieur droit à 99, j'ai une membre supérieur gauche à 99 et inférieur droit à 90 et j'ai un souffle systolique de 6e. Donc, c'est toujours le même raisonnement. C'est toujours le même raisonnement. Et là, le seul cas qui est possible, c'est la coarctation qui est après la sous-clavière gauche, puisque ici, j'ai une saturation normale au membre supérieur gauche. D'accord? Donc, vous voyez, on peut faire quand même beaucoup de diagnostics, rien que sur la clinique. Alors, on me demande, ça ne peut pas être une interruption de l'arche avec mauvais VG. Dans l'interruption de l'arche, il n'y a pas un mauvais VG. Ça ne va pas avec, en fait. D'accord? Tout est possible dans la vie. Je ne vous dis pas que ça peut être un enfant qui a plusieurs pathologies à la fois. Mais dans l'interruption de l'arche classique, il n'y a pas de défaillance cardiaque gauche. C'est très important. Contrairement à la coarctation, où l'enfant il arrive en polypnée, en choc cardiogénique, en OAP, dans l'interruption de l'arche, pour faire la différence, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle gauche. Donc, il faut bien comprendre ça. S'il n'y a pas d'obstacle gauche, il n'y a pas de raison qu'il y ait une défaillance cardiaque gauche. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux de dire interruption totale de l'arche avec mauvais EG parce que ce n'est pas une cardiopathie où il y a une défaillance cardiaque gauche. Voilà, donc on va reprendre le cas où on était dans le cas où... donc ça, ce n'est pas le cas qu'on vient de voir. Donc, normalement, je suis censée vous interroger. Donc, on va essayer de le faire. Donc,
vous pouvez répondre. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la coupe. Quand vous regardez une échographie, il faut toujours vous poser la question de quelle est la coupe et pourquoi on vous montre cette coupe. Parce qu'en fonction des coupes, on ne veut pas évidemment voir la même chose. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Je vous laisse quelques secondes. Je vous remets l'échographie. Donc, la première question qu'on doit se poser quand on fait une échographie, c'est qu'est-ce que je veux voir sur ma coupe? C'est toujours la première chose qu'on veut voir. Et est-ce que je suis capable de voir des choses sur cette coupe-là ou alors, au contraire, est-ce que je dois changer de coupe? Et si on vous montre une coupe au DU, c'est parce qu'on veut voir certaines choses. On ne va pas vous montrer, je ne sais pas, par exemple, une 4 cavités pour voir la valve aortique, d'accord? Donc ça, il faut aussi vous demander à chaque fois pourquoi on fait cette coupe et qu'est-ce qu'on recherche. Donc, vous pouvez répondre. Hein. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, n'hésitez pas. Franchement, vous êtes les bienvenus. Alors, donc, il y en a qui répondent HVG en faveur d'une sténose aortique. Et il y en a un autre qui répond PSG. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un autre qui répond sténose aortique avec FEVG altéré. Alors, oui. Donc, pour les autres, on va revoir et on va reprendre ensemble tout ça. Donc, première chose, c'est une coupe parasternale grand axe. Pour ceux qui ne font pas de cardio et pour ceux qui font de la cardio d'ailleurs. Donc, coupe parasternale grand axe, c'est-à-dire qu'on regarde le cœur en longitudinal. D'accord? Donc, ici, on a le ventricule gauche, l'oreillette gauche et la voie d'éjection. Qu'est-ce qu'on veut voir en parasternal grand axe? Donc, on veut voir bien sûr la fonction, mais encore, ce n'est pas forcément la meilleure coupe pour faire ce qu'on appelle le temps mouvement pour calculer la fraction d'éjection. Mais surtout, on veut voir la voie d'éjection. Donc, quand on vous montre une parasternal grand axe, c'est qu'on veut vous montrer la fonction et la voie d'éjection. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que la contraction du cœur est très mauvaise, donc fraction d'éjection altérée. On voit même ici qu'il y a une hypokinésie de l'apex et de la paroi septale. D'accord? Ici, on voit qu'il n'y a pas de contraction, en fait, qu'il n'y a pas d'épaississement. Alors, quand on dit fonction, ça veut dire épaississement. Donc, normalement, les parois, quand vous calculez un TM, vous devez avoir un épaississement entre la systole et la diastole. D'accord? Donc, c'est ça qu'on regarde. Ce n'est pas que le cœur bouge, bien sûr que le cœur bouge, mais nous, on veut voir si les parois s'épaississent. Donc, on ne voit pas des parois s'épaissir. Et en plus, on voit qu'il y a une hypomobilité segmentaire. D'accord? Ensuite, la forme du ventricule gauche n'est pas normale. C'est ce qu'on appelle un ventricule gauche globuleux. D'accord? Quand c'est globuleux, ça veut dire que souvent, c'est un ventricule gauche qui a souffert. Alors, je vous rappelle la loi de Laplace, quand le ventricule gauche n'arrive plus à faire le débit, il augmente sa taille pour augmenter son volume d'éjection systolique et donc signe d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, on va continuer dans l'analyse fine. Ici, on voit quoi? Donc, ça, ce sont les piliers de la mitrale. Je rappelle, oreillette gauche, ventricule gauche, voie d'éjection aortique, donc valve aortique qui est ici, qui est épaisse, qu'on voit ici, pour ceux qui ont l'œil un peu avisé. Et ici, la voie d'éjection, l'aorte, d'accord? Et au-dessus, le ventricule droit. Donc, on voit ici que ce que je retrouve là, ce sont les piliers de la valve mitrale qui sont ce qu'on appelle hyperéchogènes. Hyperéchogènes, pourquoi? Parce que quand je regarde par rapport à l'endocarde ici, ça brille, d'accord? Donc, hyperéchogène, dans le cœur, on n'aime pas du tout. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est souvent le signe d'une ischémie. Donc, ischémie des piliers de la valve mitrale. Je ne sais pas si vous savez, mais les piliers de la valve mitrale sont une vascularisation terminale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est repris. Donc, dès qu'on a une ischémie, c'est un des premiers signes, un des premiers éléments à souffrir et à s'ischémier dans le cœur. Donc, l'hyperéchogécité des piliers, c'est vraiment un signe que vous devez rechercher et regarder absolument parce que c'est un signe d'ischémie, de souffrance cardiaque. Donc, les piliers hyperéchogènes. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici que la valve aortique ne s'ouvre pas. Normalement, en systole, vous devez avoir ici, si vous suivez le mouvement de ma petite flèche, les feuillets qui doivent s'accoler complètement contre les parois de la valve, de l'aorte ascendante. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que la valve ne s'ouvre pas parce que je n'ai pas les feuillets qui s'accolent de part et d'autre.
D'accord? Donc, j'ai une dysfonction cardiaque gauche avec des sites d'ischémie sur la mitrale et une valve aortique qui est épaisse et qui ne s'ouvre pas. Donc, effectivement, j'ai une sténose aortique qu'on appelle critique puisqu'il y a une défaillance cardiaque gauche sur un obstacle gauche. Donc, je regarde si vous avez des questions par rapport à ça. C'est très important. Il vaut mieux prendre du temps sur des choses évidentes plutôt que de passer des choses compliquées qu'on n'a pas comprises après. Donc, on va passer à la coupe suivante. Si ça veut bien marcher, mais ça va marcher. Ça prend un peu de temps, mais ça marche normalement. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le même... on va faire la même étude. Donc, maintenant, je suis sur une coupe petit axe. Petit axe, ça veut dire que j'ai coupé... Il faut imaginer avoir coupé le cœur en saucisson et le regarder par le haut. Notre coupe petit axe, elle sert, donc ici, il faut toujours se dire quelles sont les structures que je vois et qu'est-ce que je recherche en petit axe. Donc en petit axe, ce qu'on veut voir, c'est la valve aortique ici, d'accord? Et donc les coronaires, on devine la coronaire droite ici. Et encore, peut-être que c'est une fausse image, c'est souvent des fausses images, la coronaire droite, elle est plus souvent à 10 heures. Et donc, c'est une coupe qui est pas mal aussi pour les veines pulmonaires, parce qu'ici, j'ai l'oreillette gauche, qui est toute cette structure-là, le septum interatrial qui est là, l'oreillette droite, le ventricule droit. Et quand je déroule une vraie jolie petite axe, j'ai ici la voie pulmonaire avec l'artère pulmonaire et ses deux AP. Donc, en petit axe, je vois ici une valve qui est très épaisse, c'est bien la coronaire droite. D'ailleurs, on voit ici l'EVA qui est ici. Et j'ai ce qu'on appelle, comme on l'avait déjà vu, une valve qui est un peu en chou-fleur, qui est dysplasique. Attention à la notion de dysplasie et de bicuspidie. On peut avoir une valve qui est bicuspide non dysplasique, une valve qui est dysplasique tricuspide et une valve qui est dysplasique et bicuspide. Donc, dysplasie, ça veut dire anomalie. Des feuillets qui sont soit redondants, soit très épais, c'est un peu la même chose. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bicuspide ou monocuspide ou quadricuspide. Donc là, cette valve-là, elle est dysplasique parce que vous voyez que les feuillets sont très épais. Et ici, on devine un rafé LR qui se trouve ici. Donc elle est bicuspide et dysplasique, ce qui nous va bien avec nos diagnostics de sténose aortique critique. Donc ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une coupe 4 cavités. Alors c'est, pardon, excusez-moi. J'ai été trop vite. Donc, j'ai une coupe 5 cavités. Donc, ici, j'ai le ventricule gauche, l'oreillette gauche, et ici, j'ai la valve aortique. Et donc, c'est une bonne coupe pour regarder le gradient VG aorte, qui va être un reflet de l'obstacle. On va calculer la Vmax. Vmax que vous avez ici, là, d'accord? Donc là, c'est le flux Doppler, c'est un flux qui va vers le bas, c'est du flux bleu, je vous le rappelle. J'ai un gradient ici max à 51 mm de mercure. Ne l'oubliez pas, le gradient dépend des pressions. D'accord? Donc, si votre enfant il est en bas débit, le gradient il sera bas. Donc, il faut toujours bien corréler les gradients que vous prenez en échographie avec la clinique. Un enfant qui est en bas débit, s'il a 2 mètres par seconde, ce n'est pas parce qu'il n'a pas une sténose aortique critique, c'est parce qu'il est en bas débit. Donc ici, j'ai un gradient qui est à 3,5 m, donc une sténose aortique qui est au moins significative. Alors, on prend le gradient en 5 cavités, mais surtout, on prend aussi en suprasternal, sachant qu'on sous-estime souvent les gradients en 5 cavités et qu'on les surestime un petit peu en suprasternal. Il faut juste spécifier dans quelle coupe vous êtes quand vous prenez le gradient. Donc ça, c'est pour remontrer le flux. Donc on voit ici, c'est du Doppler couleur maintenant. Ici, vous avez les vitesses. Attention à bien régler vos vitesses. Il faut essayer de les régler le plus souvent à 90 pour avoir le maximum d'informations. Parce que si vous les mettez trop basses, c'est difficile d'interpréter les choses. Donc on est à 1 mètre par seconde, ce qui est à peu près le flux normal dans une artère. Une artère, c'est entre 1 mètre et 1,50 m. Et là, vous voyez qu'il y a un aliasing, un mélange de couleurs qui signe l'accélération et donc la sténose. À noter qu'il n'y a pas de fuite aortique. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça, c'est important de le surligner aussi. Savoir si vous avez une fuite aortique associée à la sténose aortique. Pourquoi? Parce que si on fait un cathé pour dilater la valve, on va le voir juste après, avant, c'est très important parce que ça peut contre-indiquer le geste pour ne pas majorer cette fameuse fuite. Voilà. Donc si on avait une fuite, on aurait en diastole. C'est un peu trop rapide, mais là, il n'y en a pas. Voilà, on aurait vu un flux inversé en diastole.
Alors, les options thérapeutiques, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes et je vous laisse répondre. Alors, il y a une question en attendant, pendant que je vous laisse réfléchir. Donc, réfléchissez bien aux thérapeutiques. Il y a une personne qui pose la question, quel est le lien entre l'ischémie myocardique et l'hypokinésie et la sténose aortique? Alors, quel est le lien? Donc, la sténose aortique va créer un obstacle gauche très important qui va faire que le ventricule gauche va, en fait, en période anténatale, et donc c'est peut-être ça que vous n'avez pas comme notion, va faire un obstacle. Et vous savez qu'au-dessus de la valve aortique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des coronaires. D'accord? Donc, les coronaires se remplissent certes en diastole, mais il y a une partie qui se remplit en systole. Donc, il va y avoir déjà une hypovascularisation des coronaires. Ensuite, vous allez avoir un ventricule gauche qui, par ailleurs, à force d'être soumis à cet obstacle, va se fibroélastoser. Hein. Un bout d'un moment, la loi de Laplace, elle va être dépassée. Et ce ventricule gauche va avoir un remplacement de ses cellules myocardiques par de la fibroélastose. Donc, l'hypokinésie est expliquée par cette fibroélastose parce que vous n'avez plus de myocytes, vous avez juste de la fibrose, et qui va être liée à l'ischémie myocardique, etc. Alors maintenant, j'ai une réponse. Dilatation par cathé ou bien chirurgie valvuloplastie. Alors, j'ai envie de te dire, Anthony, qu'il faut choisir. Alors, si vous êtes face à un enfant, il faut vraiment vous imaginer que là, c'est vous qui êtes appelé à 2 h du matin pour une sténose aortique critique. Vous ne pouvez pas dire je fais l'un ou je fais l'autre. Il faut choisir. Donc maintenant, on va réfléchir aux options. Les options, on les connaît. Elles sont ou cathéter. En général, il n'y en a pas 36 000. Hein. Soit c'est médicaments, soit c'est cathé, soit c'est chirurgie. Maintenant, on va réfléchir aux indications et surtout aux contre-indications, aux avantages et aux inconvénients de chaque option thérapeutique. Donc, dilatation par cathé ou bien chirurgie, je veux bien que la personne, Anthony, qui a répondu, choisisse entre les deux et dise pourquoi. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir aux 2 options. Quelles sont est-ce que vous appelleriez le chirurgien ou est-ce que vous appelleriez le cathétériseur? Alors, donc, je crois qu'on avait déjà vu cette option lorsqu'on avait fait le cours. Donc, les options thérapeutiques, on en avait déjà parlé. L'option thérapeutique en urgence, donc si c'était à 2 h du matin, on aurait appelé le cathétériseur. Pourquoi on aurait appelé le cathétériseur? Donc, la question qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, cet enfant va lui faire une valvuloplastie. Ça, c'est la première chose. On ne va pas faire une dilatation ballonnet pour traiter la valve. On ne peut pas traiter une valve au cathétérisme. Pas encore, en tout cas. Il n'y a que la valvuloplastie qui peut essayer de réparer au maximum la valve pour avoir un gradient qui soit le minimal possible. Au cathétérisme, nous, ce qu'on veut, c'est lever l'obstacle. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre la différence entre les 2 options thérapeutiques. Ce n'est pas parce qu'on en choisit une qu'on ne fait pas l'autre. Pas du tout. Si on fait une dilatation au ballon dans la valve aortique, c'est pour aller à la chirurgie plus tard. Alors, quand est-ce qu'on y va? On y va quand il y a une défaillance cardiaque. Parce qu'opérer un enfant dans des conditions où le ventricule gauche est quasiment arrêté, là, comme on vient de le voir, c'est très dangereux de faire une CEC. Hein. C'est une CEC, hein, parce que du coup, c'est une sternotomie. Il faut aller dans le cœur. Donc, il faut arrêter le cœur. Donc, c'est très dangereux. Donc, on fait d'abord une dilatation au ballon de la valve aortique pour lever l'obstacle, permettre d'améliorer le débit cardiaque, de soulager la pression dans le ventricule gauche, donc d'essayer d'améliorer un petit peu la fonction du ventricule gauche, laisser l'enfant s'améliorer et ensuite, une fois que l'enfant s'est stabilisé, on va à la chirurgie. D'accord ? Donc, la dilatation au ballon de la valve aortique est réservée aux enfants qui ont une défaillance cardiaque sévère, qui sont en choc cardiogénique. Si l'enfant n'avait pas été en choc cardiogénique, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait regardé son gradient, on aurait évalué le degré de sténose, on aurait attendu que le canal artériel se ferme pour voir si le ventricule gauche arrive à faire tout le débit. Et ensuite, en fonction du gradient, donc soit l'enfant a un gradient qui est très élevé avec un ventricule gauche qui n'arrive pas à faire le débit, dans ce cas c'est une indication de chirurgie en urgence, soit le ventricule gauche est dit adapté à l'obstacle, exactement comme dans la coarctation,
Et on attend, on surveille en général pendant 1 mois, de manière très régulière, pour voir comment le gradient évolue, pour voir comment le ventricule gauche s'adapte, et on diffère la chirurgie, soit à 1 mois en général, soit à plus longtemps en fonction du gradient. D'accord ? Donc, c'est un peu comme l'adulte. Alors, il n'y a pas de chiffre. Effectivement, on retient le chiffre de 40 mm de mercure, mais encore une fois, on a des enfants qui tolèrent très bien avec 60 mm de mercure. Donc, si on peut différer, on diffère. Par contre, quand il y a une déférence cardiaque gauche, là, il y a une indication de faire une dilatation ballon. Et ensuite, pour aller à commissurotomie aortique chirurgique. Donc, on a fait une dilatation, c'est que des cas cliniques vrais, hein. C'est ce que je vous dis, enfin, c'est des vrais enfants. On a dilaté cet enfant, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On est quand même content du résultat, hein. On voit toujours notre parasternal grand axe. On voit que l'oreillette gauche, elle est quand même un peu dilatée, hein. La pression dans l'oreillette gauche, elle a augmenté. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une vraie amélioration de la contraction du cœur. Vous voyez tout à l'heure, il y avait une hypomobilité de tout le segment apical, septique. Si je fais un TM, j'ai quasiment une fraction d'éjection normale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le but de la dilatation par cathétérisme. C'est de lever l'obstacle et permettre au ventricule gauche une récupération de sa fonction. Voilà. Et ensuite, on contrôle quel est le risque du cathétérisme cardiaque. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est de créer une fuite ou de la majorer. Et donc là, effectivement, vous voyez que, hop, je vous montre, il y a une fuite aortique qui est apparue après le cathétérisme cardiaque. Et la fuite mitrale qui est ici. Donc, s'il y a une grosse fuite aortique, on se pose quand même les questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur sténose aortique, obstacle gauche, etc. Alors, donc, j'ai une question de dilatation par cathé, d'accord, donc ça c'était bien. J'appellerai le cathétériseur, c'est bien, vous avez tous appelé le cathétériseur, c'est gentil pour le chirurgien. Alors, on me met la valve, il y a quelqu'un qui a répondu que la valve est trop dysplasique pour un geste interventionnel. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire trop dysplasique. En médecine, il faut éviter les trop, les un peu, les pas assez. C'est soit dysplasique, soit elle ne l'est pas. D'accord. Après, on peut dire qu'elle est très sténosante en fonction du gradient. Donc ça, c'est vrai. On peut quantifier les fuites et les gradients avec modéré, sévère, moyen. Ça, d'accord. Mais trop dysplasique, ça n'existe pas. Elle l'est ou elle ne l'est pas. Il n'y a jamais une valve qui est trop dysplasique pour un geste interventionnel, hein. Au contraire, d'accord? Donc, ce n'est pas une contre-indication que la valve elle soit dysplasique, au contraire. Ensuite, j'ai une... Ah, Vanessa. Vanessa, est-ce qu'il y a une indication à coaguler avant la levée de l'obstacle pour le risque d'embole? À anticoaguler. Alors, le risque d'embole. Alors, le risque d'embole, mais qui serait lié à quoi? Donc, si tu parles de la dysfonction cardiaque gauche, parce que l'enfant il a une dysfonction cardiaque gauche sévère et que du coup tu raisonnes comme une cardiomyopathie et du coup tu te dis que les fractions d'éjection, les enfants qui ont une fraction d'éjection inférieure à 30%, les anticoagulent, on ne le fait pas en pratique, d'accord, parce qu'on va au cathétérisme cardiaque et puis une fois que l'enfant il a eu un cathétérisme cardiaque, de toute façon on l'anticoagule pendant 24 heures. Donc non, on ne les anticoagule pas parce qu'il n'y a pas franchement de risque d'embole, même, alors sauf si on envoie dans le VG, hein, ça c'est possible. Si on envoie dans le VG, bien sûr qu'on les anticoagule, mais sinon, pas dans cette cardiopathie. On continue. Si vous n'avez plus de questions sur Mathilde, qui était ma co-chef. Pardon, je reviens en arrière. Là, je suis... Alors, maintenant, on va parler de François. Donc, François, il est né à Saint-Maurice, rupture des poches des os un peu longue, il s'est très bien adapté, cyanose réfractaire dès la naissance, saturation 84 aux 4 membres, il a un souffle au foyer tricuspide, il a les pouls périphériques tous perçus, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque, pas de signe de détresse respiratoire. Donc vous voyez, on a toujours le même déroulement dans la tête, on réfléchit toujours aux 5 signes en cardio et ensuite on en déduit des diagnostics. Donc, on va faire toutes les hypothèses une par une. Donc on est dans le cas d'un enfant qui a une cyanose réfractaire, d'accord? Donc, cyanose réfractaire dans votre tête, j'espère que la première chose à laquelle vous pensez, c'est la TGV. Ça, c'est vraiment très important.
On ne vous en voudra jamais de penser à une transpo alors que ce n'est pas une transpo. Hein. Donc, j'ai une cyanose qui est réfractaire dès la naissance, donc qui ne répond pas à l'oxygène. J'ai un enfant qui va bien, d'accord? Donc, c'est parce que ce n'est pas une cyanose d'origine respiratoire. J'ai une saturation qui est pareille aux 4 membres, donc je n'ai pas un canal artériel qui est systémique a priori. J'ai un souffle au foyer tricuspide. Donc, je vous rappelle, les transpos, c'est plutôt une cyanose réfractaire isolée. Isolée, en général, il n'y a pas de souffle, d'accord? Sachant qu'il y a des transpositions des gros vaisseaux, il y a des souffles quand il y a une cyanose pulmonaire ou d'autres choses associées. Mais la TGV simple n'a pas de souffle, d'accord? Donc là, on n'est pas tout à fait dans le cas d'une TGV simple, hein, parce qu'il y a un souffle au foyer tricuspide et j'ai rien d'autre. Alors, est-ce que ça peut être une atrésie pulmonaire à septum intact? Donc, atrésie pulmonaire à septum intact, ça veut dire que je n'ai aucun passage de la voie VD aux artères pulmonaires, puisque j'ai une atrésie, donc j'ai vraiment un tissu qui empêche l'éjection du VD dans les AP. Et donc, je suis bleue pourquoi? Parce que j'ai un shunt, encore une fois, je vous le rappelle, on est bleu parce qu'on a un shunt droit-gauche, d'accord? On n'est pas bleu parce qu'on a un canal, on est bleu parce qu'on a un shunt droit-gauche et qu'on a du sang bleu qui se mélange dans la circulation systémique. Okay. Ensuite, et donc, l'atrésie pulmonaire à septum intact est une cardiopathie ductodépendante. Toujours vous posez la question de savoir si la cardiopathie est ductodépendante. Elle est dépendante dans 2 cas. Si les artères pulmonaires ne sont pas alimentées, pas dans 2 cas, dans plusieurs autres cas, mais on va dire que voilà. Donc, si les AP ne sont pas alimentées par le ventricule droit, ou par des artères collatérales dans l'abso de type 3, par exemple, ce n'est pas une cardiopathie ductodépendante parce qu'il y a des collatérales qui viennent alimenter les artères pulmonaires. D'accord? Ou alors parce que j'ai un obstacle gauche qui fait que, ou une dysfonction cardiaque gauche qui fait que le ventricule gauche ne peut pas faire le débit et que l'aorte doit être alimentée par le canal. Donc ça, c'est les 2 grosses indications pour des cardiopathies ductodépendantes. Donc, est-ce que ça peut être une atrésie pulmonaire à septum intact? J'ai un enfant qui est bleu partout. Ça s'explique par la CIA qui est forcément droite-gauche, je vous le rappelle, ça chante en fonction des compliances à l'étage auriculaire, encore une fois, et pas des résistances ni des pressions. Et j'ai un enfant qui est bleu partout, donc il n'a pas de différentiel de SAT, et ça m'indique qu'il n'y a pas de canal systémique. Cet enfant n'a pas de raison d'avoir un canal systémique, il n'y a pas de raison d'avoir de l'HTAP, il s'est très bien adapté. Donc le canal, a priori, il chante de la gauche vers la droite, et heureusement parce qu'il chante vers les artères pulmonaires. Est-ce que ça peut être un Epstein dysplasie tricuspide? Alors, je vous laisse répondre à ça. Je vous laisse 2 petites secondes pour réfléchir, parce que c'est important. Pendant ce temps, je lis vos questions. Alors, il y a une question juste avant. Je reviens sur le cas clinique précédent. Une personne qui me dit « Comment expliquez-vous la fuite mitrale après la dilatation aortique quand on ne voyait pas de fuite mitrale avant ?» Si, elle y était, la fuite mitrale avant, parce que je vous ai expliqué qu'il y avait une ischémie des piliers. Donc, elle y était déjà probablement avant. Alors, je vous laisse réfléchir à l'Epstein, à la physiologie de l'Epstein. Est-ce qu'on est bleu? Est-ce qu'on n'est pas bleu? Est-ce qu'on est... Alors, toujours pareil, quand on est dans la cardiologie congénitale, quand on se pose la question, si on voit un enfant qui est bleu, il faut se poser la question de savoir pourquoi il est bleu. Il ne faut pas juste dire il est bleu. Et après, c'est peut-être ça la cardiopathie. Non, il faut toujours se poser la question de pourquoi il est bleu, où il est le shunt. Si l'enfant est bleu, encore une fois, soit c'est une TGV, bon ça c'est simple, soit c'est qu'il a un shunt droit-gauche. Donc, il faut aller rechercher le shunt droit-gauche. Donc, dans la maladie d'Epstein, je vous rappelle que les Epstein, c'est donc... Oula, pardon. J'ai répondu, tant pis, c'est pas grave. Je vous rappelle que la maladie d'Epstein, c'est une maladie, c'est un défaut de délamination du feuillet septal et du feuillet antérieur de la valve tricuspide, le feuillet postérieur étant toujours délaminé, qui conduit à une atrialisation du ventricule droit, et donc un ventricule droit qui va avoir fonctionnellement... qui va être fonctionnellement moins compliant parce qu'il va être plus petit et donc il va, dans certains cas, dans les formes sévères, entraîner, par défaut de compliance du ventricule droit, un shunt à l'étage atrial droit-gauche. D'accord? Donc ça explique pourquoi dans les Epstein, on est bleu, encore une fois. D'accord? Et donc ça explique aussi, s'il y a une fuite, encore une fois, c'est pas toujours, tous les Epstein ne fuient pas, hein, ça explique pourquoi on aurait un souffle au foyer tricuspide. Exactement le même raisonnement que la dysplasie tricuspide. Donc, dysplasie tricuspide, on peut avoir une valve qui va être sténosante,
un ventricule droit qui va être non compliant, une CIA qui sera droit-gauche. Donc ça, oui, aussi. D'accord? Ensuite, est-ce qu'on va avoir dans la génésie des valves pulmonaires? Je vous rappelle que la génésie des valves pulmonaires, ce n'est pas une très bonne appellation parce que la génésie des valves pulmonaires, elle est associée à la tétralogie de Fallot. Donc, tétralogie de Fallot associée à la génésie des valves pulmonaires. Alors, on l'avait vu, hein, la génésie des valves pulmonaires, c'est une des cardiopathies où j'ai un double souffle. Un souffle de sténose, parce que j'ai un espèce de reliquat de la valve qui va faire obstacle, et j'ai un souffle de fuite très important au niveau pulmonaire et pas tricuspide, hein, puisque c'est agénésie de la valve pulmonaire et pas tricuspide, et qui va conduire à un souffle en diastole, donc ce fameux double souffle de la génésie des valves pulmonaires. Par contre, la cyanose, oui. Est-ce que ça peut être une HTAP néonatale? Alors, l'HTAP néonatale, s'il y a des néonatologues, j'aimerais bien qu'ils répondent, ou les autres, hein, mais... Est-ce qu'il y a des néonates dans la salle et s'ils peuvent répondre, les néonates, à HTAP néonatale? Donc, je vous remets la SAT, 84 aux 4 membres. Souffle au foyer tricuspide, pouf périphérique, tous perçus, pas de signe d'avance cardiaque, pas de détresse respiratoire. Non, l'HTAP néonatale, en général, c'est quand même chez un enfant qui est en détresse respiratoire. Enfin, c'est un enfant qui est en détresse respiratoire, qui n'a pas baissé ses résistances vasculaires pulmonaires. Donc, ce n'est pas le cas de l'HTAP néonatal. C'est très important. D'ailleurs, les HTAP néonatales, la première chose que vous faites, c'est que vous l'intubez parce qu'il est en détresse respiratoire. Hein. D'accord? Donc, non. Est-ce que ça peut être une fermeture anténatale du canal artériel? Alors, il faut que vous imaginiez, il faut pousser un peu votre raisonnement. Les gens, là, j'imagine 2-3 personnes disent, mais qu'est-ce que c'est une fermeture anténatale du canal artériel? Ben, le canal artériel, il peut se fermer en anténatal. Hein. C'est pas de bol, mais ça existe. Et qu'est-ce qui va se passer s'il se ferme en anténatal? Donc, je vous rappelle qu'il y a des chantes obligatoires dans le cœur. Heureusement, il y en a 2 dans la période fétale. C'est le foramen ovale qui est perméable. Donc, il y a un chante par la CIA. Sinon, l'enfant, il meurt. Hein, ce n'est pas possible. Et le chante par le canal artériel. Donc, il peut ne pas y en avoir un. Qu'est-ce qui se passe si le canal artériel se ferme en anténatal? Vous allez avoir la pression de ventricule droit qui va énormément augmenter. D'accord? Donc, vous allez avoir un VD à la naissance qui va être très musclé et très peu compliant. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on regarde à la naissance. On regarde comment est le ventricule droit. Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Est-ce qu'il est compliant? Et comment chante la CIA? Donc, effectivement, si vous avez un enfant qui a un VD qui est très peu compliant, voire pas compliant, la CIA va s'inverser. Vous aurez un enfant qui sera bleu à la naissance par cette fameuse CIA droite-gauche. Alors après, le souffle au foyer tricuspide, c'est possible s'il y a une fuite tricuspide associée. Donc ça, alors, donc HTAP natal, c'est faux, hein. C'est resté, mais c'était pas ça. Nous y voilà. Donc, on est un couple échographique. Alors, attendez, je regarde les questions en même temps. C'est pas toujours facile de faire les deux. Alors, j'ai une question. Comment définir le terme délamination? Délamination, bah, en fait, les feuillets en période embryologique de la valve tricuspide, ils sont accolés pour le feuillet septal à la paroi septale et pour le feuillet antérieur à la paroi antérieure. Et ensuite, vous allez avoir des mécanismes de délamination, c'est-à-dire de décollement de ces feuillets. Délamination, c'est décollement. Voilà. Alors, une autre question, HTAP plus canal, ça donnerait une différentielle de SAT, oui. Alors, attention, une hypertension artérielle pulmonaire ne peut être que bleue, partout. Alors, ça, il faut bien comprendre. Encore une fois, je vous répète que quand un enfant est bleu, partout, c'est qu'il a un shunt, droit-gauche, ou qu'il a une transpo. D'accord? Maintenant, s'il a un différentiel de SAT, et ça, il faut comprendre la différence, hein, c'est très important. On peut être bleu et encore plus bleu. On peut avoir 85 de saturation au membre supérieur, parce que j'ai un shunt par la CIA, donc je suis bleu, et je peux avoir 70% en membre inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai un canal artériel qui est systémique. Quand j'ai une saturation qui va être différente au membre sup ou au membre inf, c'est que j'ai un canal artériel qui est systémique. Maintenant, est-ce que j'ai toujours un canal artériel qui est systémique dans l'HTAP? Évidemment que non. C'est uniquement quand l'hypertension artérielle pulmonaire est suprasystémique que le shunt s'inverse. D'accord? Donc, un HTAP plus un canal,
en fonction du degré de l'hypertension artérielle pulmonaire, et c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'appeler les cardiologues ou de... C'est même pas la peine de faire l'échographie. Hein. Quand vous avez un enfant qui a une HTAP parce qu'il a fait une détresse respiratoire sévère et que vous avez un capteur de SAP au membre supérieur et un membre inférieur, s'il a 85 de SAT au membre sup et 70 au membre 1, vous savez que le canal artériel systémique, vous savez que l'hypertension artérielle pulmonaire est suprasystémique. Donc, ce n'est pas la peine de faire une échographie. Et là, vous continuez l'UNO. Vous ne dites pas, est-ce que je continue l'UNO, je vais faire l'écho. Non, vous avez déjà la réponse sur la clinique. Maintenant, si vous avez un enfant qui est initialement supra, et puis au fur et à mesure des jours, vous n'avez plus de différentiel de SAT, ça veut dire quoi? Deux choses. Ça veut dire que le canal artériel s'est fermé, mais en général, un canal artériel qui se ferme chez un enfant qui a un HTP suprasystémique, ça ne se passe pas très bien, parce que c'est très mal toléré, le ventricule droit se met en défaillance. Soit c'est que tout simplement, les résistances pulmonaires baissent et que le sens du shunt s'inverse. Merci pour la réponse de « on doit avoir une détresse respiratoire pour la néonate ». Alors, je n'ai pas compris pourquoi la réponse A est juste. Une atrésie tricuspide à septum intact, tu es bleu et tu as une fuite tricuspide, donc tu as exactement les signes qu'on vient de dire. Alors, si le canal artériel se ferme en anténatal, est-il nécessaire de rouvrir le canal artériel? Non, on ne peut pas réouvrir un canal artériel qui s'est fermé en anténatal. Donc, non. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit abscie pour donner une désaturation de 4 membres, il faut une CIA obligatoire. Si vous avez une abscie, s'il n'y a pas de CIA, l'enfant il est mort. Encore une fois, c'est pas possible, d'accord? C'est regrettable que j'ai pas un tableau pour vous expliquer, vous refaire des schémas, parce que c'est quand même plus facile. Mais il faut comprendre que le sang qui rentre par la veine cave inférieure et par la veine cave supérieure dans l'oreillette droite, il faut qu'elle ressorte, d'accord? Il faut toujours pareil, imaginer le sens du sang. Ça, c'est très important. Dans votre tête, quand vous avez une cardiopathie, imaginez comment le sang doit aller. Le sang, il ne doit pas avoir d'obstacle. Ça, c'est très important. Donc, dans une atrésie pulmonaire, l'obstacle, il est entre le ventricule droit et les artères pulmonaires. Ça ne passe pas. Donc, vous avez le sang qui arrive dans la veine cave inférieure, la veine cave supérieure. Il arrive dans l'oreillette droite. Il va dans le ventricule droit. Ça, tout va bien. Et puis ensuite, il ne peut pas aller dans les artères pulmonaires. Donc, il faut bien qu'il ressorte. Donc, il va ressortir de l'autre côté via la fuite tricuspide. Il faut bien qu'il aille dans l'oreillette gauche, sinon il n'y a pas de débit cardiaque. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait une CIA dans la psy et dans tout ce qui est atrésie pulmonaire. Voilà. Je continue. Alors, donc, toujours pareil, on définit d'abord la coupe et qu'est-ce qu'on recherche. Donc, quand on est là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit du foie. Ici, on voit un espèce, donc c'est une coupe sous-costale, d'accord? Parce qu'on voit le foie et le cœur qui est en dessous. Ah, je t'ai piqué ton ordi, Betty. Non, c'est pas grave. Et donc, on voit ici le cœur, une espèce de 4 cavités. Et vous avez donc ici l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai une CIA. On voit très bien le flux qui va vers le bas. Si le flux va vers le bas, c'est que ça va de la droite, oreillette droite vers la gauche. Donc, j'ai un shunt qui est droit-gauche par la CIA. D'accord? On voit très bien ici le septum interauriculaire. Donc, quand j'ai une CIA droite-gauche, c'est pareil, il faut aussi avoir le raisonnement inverse. Il faut rechercher toutes les causes de VD non compliants, d'hypertension artérielle pulmonaire, etc. Donc, j'ai une CIA droite-gauche, ça confirme pourquoi l'enfant est bleu. Hein, tout à l'heure, on a dit que l'enfant il avait 85 de saturation partout. Donc, déjà, je connais déjà, s'il a un canal artériel, je connais déjà le sens du shunt. Hein. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, j'ai une coupe qu'on appelle la coupe 4 cavités. Ça arrive, ça arrive. Ça tombe bien, c'est la psy. Une coupe 4 cavités qui a un peu de temps à se dérouler, mais on va y arriver. Donc ici, vous avez les cavités gauches. Donc nous, on fait ça en inverse. On aime bien inverser les cardiologues, la droite et la gauche. Donc vous avez les cavités gauches ici, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, les cavités droites, avec le décalage entre la valve mitrale ici et la valve tricuspide. La valve tricuspide est plus apicale que la valve mitrale.
Ça nous permet de bien définir. Je vous rappelle que les ventricules sont définis par leur anatomie et non par leur position. Donc, le ventricule gauche ici, il est bien lisse. Et le ventricule droit, il est le ventricule droit, il est complètement comblé. Complètement comblé. Et donc, qu'est-ce que je vois ici? Une fuite tricuspide. Hein. Ici, c'est la valve tricuspide qui est importante. Et la valve tricuspide qui ne s'ouvre pas du tout. Et un ventricule droit qui est complètement comblé, mais qui est de belle taille. Quand on mesure ici la valve tricuspide, il faut toujours mesurer les structures cardiaques et faire le Z-score. Et on voit ici que le Z-score, enfin, on ne voit pas, mais on le devine, que le Z-score de la tricuspide est dans les normes. Donc ici, j'ai bien une atrésie tricuspide avec la CIA droite-gauche qui explique pourquoi l'enfant est bleu. D'accord? Donc, j'ai forcément ici, si l'enfant est vivant, une alimentation des artères pulmonaires par notre fameux canal artériel. Qui est ici, d'ailleurs, qu'on revoit ici en coupe petit axe, avec, c'est ce qu'on appelle le trépied, le fameux trépied en échographie qu'on recherche systématiquement. L'artère pulmonaire droite qui va vers la droite, l'artère pulmonaire gauche ici, qui est cette structure qui doit avoir le même trajet parallèle, parce que souvent vous avez du mal à savoir si c'est un canal artériel ou une artère pulmonaire. C'est simple, l'artère pulmonaire droite, vous voyez, elle a un trajet qui va vers la droite. L'artère pulmonaire gauche, elle doit avoir le même trajet qui va vers la gauche de manière en miroir. Il faut imaginer un miroir ici. Là, vous voyez une structure qui ne va pas du tout comme ça, d'accord, qui n'a pas du tout en fait le trajet d'une artère pulmonaire. Il ne faut pas regarder la couleur, parce que la couleur, elle varie en fonction des résistances. Donc, ce qui est important, c'est de regarder si oui ou non, ça peut être anatomiquement une artère pulmonaire. Donc ça, là, vous voyez que anatomiquement, ça ne peut être qu'un canal. Ça n'a pas du tout le sens d'une artère pulmonaire, ni l'anatomie d'une artère pulmonaire. C'est tortueux et ça va dans l'artère pulmonaire gauche. C'est donc un canal artériel qui est gauche-droit en systole parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques et qui va donc alimenter les artères pulmonaires et donc est une cardiopathie ductodépendante. Donc très important de maintenir ce canal artériel bien perméable par des prostines. Alors, on va continuer. Je regarde si vous posez des questions en même temps. C'est pour ça que parfois je m'arrête. Hop. Donc ça, c'est la même avec un ventricule droit, une valve qui s'ouvre un petit peu. Alors, comment on prend en charge cet enfant? Mince, bon, prostine, je l'ai déjà dit. D'accord. Donc, je vous laisse deux petites minutes pour réfléchir et me dire vos réponses. Donc, toujours n'oubliez pas, hein, savoir si la cardiopathie est une cardiopathie ductodépendante, le sens des flux, s'il y a des obstacles. Toujours s'il y a des obstacles, essayez de lever les obstacles. Alors, prostine, oui, on l'a dit, cardiopathie ductodépendante. Puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lever l'obstacle. Toujours pareil. Donc là, on va lever l'obstacle par cathétérisme cardiaque. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lever l'obstacle et surtout, quand on est dans le cas d'une atrésie pulmonaire, il faut perforer le plancher. Il y a un plancher qui est une structure qui est fibreuse qu'il faut aller perforer. On ne peut pas juste dilater puisqu'on ne peut pas passer de guide à travers. D'accord? Ce n'est pas comme une sténose valvulaire pulmonaire où la valve est très dysplasique mais qu'il y a un passage qui est possible par le guide ou par le cathé de dilatation. Là, il faut aller d'abord perforer puis ensuite faire le geste de dilatation. Donc là, ce sont des images du cathétérisme cardiaque. D'accord? Donc ici, vous avez les guides avec ici une angiographie. Donc là, on est dans le ventricule droit et je vais essayer d'arrêter l'image. Voilà. Donc là, quand on injecte ici le produit de contraste, donc là, c'est le cœur, on est de face en fait, on est quasiment de face. Quand j'injecte, enfin pas moi, mais quand le cathétériseur injecte du produit de contraste, vous voyez, c'est complètement arrêté. Ici, donc c'est l'infundibulum pulmonaire. Normalement, ici, vous devez avoir une injection dans les artères pulmonaires s'il y avait un passage. Là, il n'y en a pas du tout, d'accord? Ce qui signe et confirme le diagnostic d'atrésie pulmonaire.
Donc là, on confirme d'abord le diagnostic. Vous voyez. Et ensuite, on va aller faire le geste de perforation. Donc là, on revoit ces deux profils. On voit encore mieux même sur cette angiographie. Ici, vous avez le ventricule droit. Ici, on devine que l'oreillette droite est dilatée parce qu'on voit très bien la veine cave et puis elle prend toute cette proportion-là. Et on injecte le produit de contraste et vous voyez qu'il n'y a aucun passage. Donc, on va aller... Donc là, on a fait la perforation parce qu'on a déjà monté le guide avec ici le ballon. Donc, après avoir perforé, on monte un guide avec un ballon et on va aller dilater et ce qu'on appelle lever l'encoche, c'est-à-dire lever l'obstacle. Donc, lever l'encoche, c'est que lorsque vous gonflez le ballon, vous allez avoir de part et d'autre des petites encoches ici. Et lorsqu'on a levé l'encoche, c'est qu'on a a priori un résultat qui est satisfaisant. Hop, donc ça, c'est la sonde qui permet de perforer. Il y a vraiment du plancher. Hein. Mais on en avait déjà parlé au cours d'urgence néonatale. Alors, le résultat du cathétérisme est bon. Il y a un bon passage antérograde avec une fuite modérée. La saturation est à 90%. François est toujours sous prostine. Est-ce qu'on peut l'arrêter, la prostine? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous laisse réfléchir aussi à tout le cas. Hein. Il a une saturation à 90%. Réfléchir, pardon, zut, oh là là. Pourquoi il est encore bleu et pourquoi on se pose la question d'arrêter la prostine? Je vous laisse une petite minute. Et réfléchissez à la même chose si l'enfant il avait 70 de saturation. Ce qui est à peu près plus évident, mais il y a encore. Alors, pourquoi François est toujours cyanosé? J'espère que maintenant, ça devient une évidence pour vous. Si François il est toujours à 90% de saturation, c'est parce que la CIA chante toujours droite-gauche. Le ventricule droit, il est toujours moins compliant que le ventricule gauche parce qu'il a toujours été soumis à un obstacle. Il faut quand même quelques jours, voire quelques semaines. Ça prend du temps pour que le ventricule droit se démuscle et que donc sa compliance soit meilleure que celle du ventricule gauche. Donc, ce n'est pas instantané. Ça, il faut le comprendre, ça prend du temps. Donc, ça explique pourquoi la CIA est droite-gauche. D'accord? Maintenant, alors, pardon, je n'ai pas vu vos réponses. Alors, Vanessa, oui, pour SAT, 4VD est toujours peu compliant. Toujours défaut de compliance, donc ça, c'est très bien. Oui, on l'arrête, qu'on n'aura plus besoin du canal. Alors, on n'a plus besoin du canal. Avec une saturation à 90%, c'est fort probable qu'on ait... c'est fort probable, ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas, si le canal n'est pas très gros et qu'on a 90% de saturation, on peut espérer effectivement à la fermeture du canal avoir une saturation satisfaisante, bien que l'enfant reste bleu. D'accord? On peut tolérer autour de 75-80% sans aucun problème, si l'enfant tolère bien, qu'il grossit bien. C'est surtout sur la croissance et la prise de poids qu'on voit la tolérance de la cyanose. Parfois, dans certains cas, si le canal est très gros sous prostine et que l'enfant, à l'arrêt de la prostine, devient bleu, il faut qu'on remette la prostine. On peut la laisser quelques jours, même une petite semaine, 10 jours, pour voir et attendre qu'effectivement la compliance du ventricule droit s'améliore et que on espère avoir un shunt à l'étage atrial qui soit moins important, ou en tout cas, pas s'inverser, mais moins important. Donc, s'il avait 90% de saturation, en tout cas, on peut essayer d'arrêter la prostine, ça c'est sûr. Maintenant, quand les enfants sont trop bleus malgré la fermeture, à la fermeture du canal artériel, et qu'on sait qu'on va devoir attendre des semaines pour avoir une compliance du ventricule droit ou que le ventricule droit est hypoplasique, hein, parce que s'il est hypoplasique, même en attendant, on aura quand même une compliance du ventricule droit qui sera altérée. Dans ce cas-là, on stent le canal. Donc, parfois, on le fait dans en même temps que la perforation-dilatation. Si on voit que le ventricule droit est hypoplasique et qu'on pense que ça ne passera pas sans le canal artériel, mais le plus souvent, on le fait dans un second temps, parce qu'on laisse le ventricule droit évoluer et on essaie d'arrêter la prostine et puis on voit comment ça se passe. Donc, sinon, on stent le canal
et on laisse les enfants avec une persistance du canal avec le stenting. Donc oui, on peut l'arrêter. Et s'il avait 70% de saturation, non, on ne pourrait pas l'arrêter. Et on se poserait la question du stenting du canal. Je regarde si vous avez des questions parce qu'on va passer à un tout autre cas clinique. Juste derrière. Je regarde l'heure aussi. Bon, ça va, on a encore une petite heure. Allez, on passe au suivant. Ah, bah ça c'est vraiment c'est juste pour vous faire penser surtout bah non, mais pour tout le monde en fait, hein. C'est pas que les néonatologues. Alors, on avait déjà vu ce cas, mais c'est vraiment pour vous le rappeler parce que c'est très important. Le nouveau-né qui a quelques heures de vie, il a une cyanose réfractaire aux 4 membres à 84%. Donc encore une fois, un enfant qui a une cyanose réfractaire, isolé, on pense tout de suite à la transposition des gros vaisseaux. Maintenant, l'enfant, il a un B2 claqué, un souffle tricuspide. Donc B2 claqué, souffle tricuspide sont des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque et il a un souffle continu en renforcement systolique à l'auscultation de la fontanelle. Bon. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le cas, voire pas du tout dans la transposition, dans la cyanose réfractaire isolée. Il y a un souffle, il y a un B2 claqué, il y a un souffle tricuspide. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est bleu qu'on a une transpo. Il faut rechercher les signes associés. D'accord ? Donc, si on a un souffle continu en renforcement systolique à l'auscultation de la fontanelle, ça, je pense que vous avez déjà le diagnostic. Donc, je vous montre l'échographie de cet enfant. Donc, c'est une 4 cavités un peu sur le côté, mais on voit quand même très bien les 4 cavités. Qu'est-ce que je vois sur ces 4 cavités? Je vois que le ventricule droit est dilaté. D'accord? Il suffit de comparer la taille du ventricule droit. Normalement, il faut mesurer les structures et regarder leur Z-score. Mais là, je vois que le ventricule gauche est plus petit que le ventricule droit. Il faut vraiment mesurer et faire le Z-score parce qu'on peut penser que c'est le ventricule droit qui est plus grand alors qu'en fait, c'est le VG qui est petit. Attention à ça. Ensuite, j'ai un ventricule droit qui est hypertrophié ici. Vous pouvez voir ici que la paroi est musclée. Il y a une très bonne fonction du ventricule gauche et que le ventricule droit fonctionne aussi plutôt pas mal. Donc là, je me remets en coupe petit axe. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ma fameuse coupe du trépied, la fameuse coupe du canal artériel. Et pourquoi tout à l'heure, je vous disais qu'il est très important d'avoir cette coupe-là? Parce que là, vous êtes sûr d'avoir les 3 structures. Et vous ne vous trompez pas parce que vous êtes sûr que je ne regarde pas juste s'il y a quelque chose de rouge qui revient dans l'artère pulmonaire, qui me dirait que c'est un canal artériel. Il ne faut vraiment pas raisonner comme ça. Il faut regarder. Essayez de vous entraîner à regarder sans couleur d'abord, à bien repérer le canal artériel. Donc, hop, j'essaie de vous montrer bien. Voilà. Donc, sans couleur, moi, c'est ce qu'on fait. On regarde d'abord le canal artériel sans couleur. Ici, bah, j'ai la paix droite qui va vers la droite, logique. Ici, j'ai la paix gauche. Si je la dégageais un peu mieux, je verrais qu'elle a exactement le même trajet que l'artère pulmonaire droite si ici, je mets un miroir. D'accord? Et là, je vois une structure qui remonte, qui n'a pas du tout le trajet d'une AP. Hein. L'AP, ça va vers la gauche, qui est le canal artériel. D'accord? Et ensuite, je regarde le sens du shunt. Donc maintenant, on va regarder le sens du shunt et le sens du shunt. Je vois que je suis en systole parce que je suis en éjection. Je vois du flux dans les artères pulmonaires. Et je vois qu'en systole, le shunt est bleu. D'accord? Donc ça va de l'artère pulmonaire vers l'aorte puisque ça descend. Donc mon canal artériel est systémique en systole. Donc ça veut dire quoi? Que les résistances vasculaires pulmonaires sont suprasystémiques. Donc il y a une hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique. D'accord? Ça, c'est le diagnostic. Et ça explique aussi pourquoi l'enfant est bleu. Pourquoi l'enfant est bleu? Parce que j'ai un shunt à l'étage atrial par défaut de compliance du ventricule droit qui est, lui, soumis à une pression très importante. Maintenant, pour la question d'un de vos collègues tout à l'heure, est-ce que je vais avoir un différentiel de SAT? Maintenant, si je me pose la question de cet enfant, si je vous demande quelle va être la saturation au membre supérieur, mais quelle va être la saturation au membre inférieur? Je vous laisse 10 secondes, pas plus, parce que là, je pense que vous avez tous bien compris. Donc, chez cet enfant-là, on voit que le canal est systémique. Quelle va être la saturation au membre inférieur? C'est très important de bien comprendre ça. Je peux vous réexpliquer, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui n'ont pas compris parmi vous, je peux prendre le temps de réexpliquer.
Alors, il y a quelqu'un qui me dit inférieur à 90%. Alors, tout à l'heure, on a vu que la saturation, elle est à 85% parce qu'il y a un champ droit-gauche. Donc, on imagine que déjà la saturation, au membre inférieur, si le canal est systémique, elle ne peut pas être supérieure à la saturation systémique, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je vais avoir une saturation qui va être inférieure à 85%. Classiquement, quand on a un canal artériel systémique, on dit qu'il faut que la saturation, pour dire que c'est significatif, soit supérieure à 10% de saturation. Donc, en général, vous avez au minimum une différentielle de 10 points de saturation. Donc, si j'ai 85% de saturation, au membre inférieur, j'ai 75% de saturation au minimum. D'accord? Ce qui varie, hein, ça peut varier. D'accord? Donc, chez cet enfant, au membre supérieur, j'ai 85. Au membre inférieur, je m'attends à avoir 75, voire moins. Alors, quelle application pour le Z-score? Il suffit de taper sur Internet paramètres Z-score. Je vous enverrai un lien, si vous voulez, par la secrétaire pour que vous puissiez avoir, tout le lien. En fait, il y a deux endroits où il y a des... Je viens de voir qu'il y a deux endroits de chat, donc j'essaie de faire les deux en même temps. Voilà, donc j'espère que ça, vous avez très bien compris pourquoi un enfant est bleu. Je vous rappelle, c'est une TGV ou un shunt. S'il y a un différentiel de SAD, c'est qu'il y a un canal artériel qui est systémique parce que les résistances pulmonaires sont suprasystémiques. Si vous avez compris ça, je serais déjà très heureuse aujourd'hui. On va continuer, d'accord? Donc, et aussi pareil, hein, s'il vous plaît, pour le canal artériel, ceux qui font de l'échographie cardiaque, faites sans couleur, regardez l'anatomie et ensuite mettez la couleur pour en déduire les résistances parce que sinon, un jour, vous allez penser que ça, c'est une artère pulmonaire. C'est sûr, comme tout le monde, on l'a tous fait. Alors, ça, c'est une petite ETF. Non, ça, c'est une crosse, pardon. Ouh là là, je ne suis pas réveillée. Alors, ça, c'est une crosse, mais pourquoi je vous la montre? Je ne sais plus. Mais non, si c'était... Bon, je ne sais plus. Non, c'est une ETF, c'est une ETF. Ce n'est pas une crosse, je vois des crosses partout, pardonnez-moi. Donc, on voit des vaisseaux fistuleux qui sont dans tout le parenchyme cérébral. Non, je ne sais plus ce que c'est, je suis désolée, je commence à fatiguer. Post-garde, pardonnez-moi. Donc, on a fait une IRM cérébrale à cet enfant et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on appelle une structure, une malformation artério-veineuse qu'on appelle ou veine de Galien, qui va créer un shunt hein, et donner de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il faut juste la morale de ce cas, c'est que lorsque vous avez une hypertension artérielle pulmonaire chez l'enfant, chez le nouveau-né, classiquement, il faut, ou même chez l'enfant, hein, le petit enfant, le bilan de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est pas juste faire une écho pour vous regarder. Ça, c'est pour faire un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. Et ensuite, il faut que vous cherchiez la cause. Donc, il faut rechercher des fistules, des malformations artério-veineuses, donc classiquement cérébrales en faisant une ETF ou une autre imagerie, si vous suspectez, et au niveau hépatique pour rechercher des hémangiomes ou des malformations artério-veineuses hépatiques, c'est le minimum. Et ensuite, bien sûr, on se rend vers des causes ou cardiaques ou des anomalies des artères elles-mêmes. Ah, on va changer complètement de registre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'hypertension, saturation, etc. Parce que là, on va changer complètement de... On va prendre la calculatrice maintenant. Je regarde si vous avez des questions. Alors, les questions... J'ai une question, c'est la différence de saturation est due à la CIA ou bien un champ droit-gauche au niveau du canal artériel systémique. La différence de saturation au niveau des membres est due à un canal artériel systémique. D'accord? Quand on a un shunt, quel que soit le shunt, encore une fois, hors canal, hein, si c'est CIA, CIV, fistule, n'importe quoi, j'ai du sang bleu qui va aller dans l'oreillette gauche. D'accord? Donc, je vais être bleu partout. Par contre, si j'ai une différentielle de saturation quelque part entre le membre sup et le membrane, c'est que j'ai un canal. C'est obligatoire. Donc ça, bien le retenir. Hop, je ferme la fenêtre.
Allez, on va passer au CIV, on va passer au petit calcul, qu'on a déjà fait d'ailleurs quand on a fait le cours, on a fait le cours, pardon, ça défile un peu trop vite. Quand on a fait le cours CIA et CIV. Alors, on va maintenant calculer un petit peu quelles sont les pressions pulmonaires. Donc, je vous rappelle, encore une fois, ce qui est très important, c'est qu'est-ce que vous cherchez. Donc, maintenant qu'on est dans les shunts, CIA, CIV, en général, c'est les shunts les plus classiques. Ma question, c'est, y a-t-il un retentissement sur les pressions pulmonaires? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce qu'un shunt, ça va faire quoi? Si les résistances vasculaires pulmonaires sont normales, et c'est ce qui est quand même la majorité des cas, ça va surcharger les poumons puisque le débit pulmonaire va augmenter. Si le débit pulmonaire augmente, qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter mes pressions pulmonaires et risquer d'augmenter mes résistances pulmonaires. Et je ne veux pas augmenter mes résistances pulmonaires parce que si j'augmente mes résistances pulmonaires, je vais rentrer dans une maladie grave qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, à chaque fois qu'on parle de shunt, notre but, c'est de connaître les pressions pulmonaires pour savoir si un enfant ou non, première chose, a des critères, est-ce qu'il est urgent de l'opérer ou pas? Est-ce que j'ai un débit pulmonaire? Est-ce que j'ai des pressions pulmonaires importantes qui vont faire que je peux attendre, ne pas attendre? Ça, c'est la première question à laquelle on doit toujours se poser quand on est face à un shunt. Est-ce qu'il y a une urgence à opérer un enfant? La deuxième question, à l'inverse, c'est ce que chez un enfant qui a des pressions pulmonaires et ou des résistances pulmonaires augmentées, je dois opérer cet enfant. Parce qu'encore une fois, si j'ai un enfant qui a une CIA avec une hypertension artérielle pulmonaire liée sur une mutation génétique, je ne fermerai pas cette CIA parce que cette CIA est une soupape au ventricule droit. Donc, je dois me poser les questions dans les deux sens. Est-ce qu'il y a une indication à fermer? Et à l'inverse, si j'ai des résistances pulmonaires élevées, est-ce que je dois fermer ce shunt? Donc, c'est tout le temps pour ça qu'on va à chaque fois essayer de connaître les pressions pulmonaires. Donc, les pressions pulmonaires, comment je peux les connaître? La seule façon d'aller mesurer des pressions pulmonaires, je vous le rappelle, c'est de manière fiable. Le gold standard, c'est le cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme cardiaque, on va aller prendre directement les pressions dans l'artère pulmonaire. On va avoir une pression artérielle pulmonaire systolique, diastolique moyenne. Et la définition de l'hypertension pulmonaire est une pression pulmonaire artérielle moyenne supérieure à 20 mm de mercure. Ça, c'est la définition. Ensuite, ce qui va me permettre au cathétérisme cardiaque, qu'est-ce que je vais avoir de très important pour avoir un débit pulmonaire? C'est la saturation dans l'artère pulmonaire. C'est toujours pareil. Si j'ai la saturation dans l'artère pulmonaire, je vais avoir le débit pulmonaire. OK? Maintenant, là, chaque fois qu'on va raisonner dans les cas cliniques de shunt, où j'ai des cardiopathies à sang mélangé, c'est quelle est la saturation dans l'artère pulmonaire? Il y a deux possibilités. Soit j'ai une cardiopathie à sang mélangé. Qu'est-ce que c'est une cardiopathie à sang mélangé? C'est simple, on va prendre le cas du troncus. Okay, le cas du troncus, il y a un seul vaisseau. Le vaisseau qui sort, c'est à la fois un vaisseau qui va faire, qui alimente les artères pulmonaires par sa face antérieure, et ensuite un vaisseau qui va alimenter, qui va donner l'aorte, l'aorte. Donc la saturation dans le cas du troncus, dans la P, sera égale à la saturation dans l'artère pulmonaire. Donc c'est simple, il suffit de prendre la saturation de l'enfant pour avoir la saturation dans la P. Toutes les cardiopathies à sang mélangé, c'est simple, j'ai déjà la saturation dans la P. D'accord? Maintenant, pour toutes les autres, il faut que j'aille prendre la saturation dans la P par cathétérisme cardiaque pour avoir un débit pulmonaire et savoir si oui ou non il y a une indication à fermer un shunt. Alors, l'indication à fermer un shunt, quand c'est une CIA et une CIV, c'est le débit pulmonaire supérieur. Alors, ça dépend. C'est entre 1,5 et 2. D'accord? Donc, après, ça dépend un petit peu des équipes. Mais au-dessus de 1,5, ça commence à devenir significatif en termes de débit pulmonaire. Et à 2, il y a une indication à fermer le shunt parce que au-dessus de 2 ou à partir de 2, il y a un vrai risque d'hypertension pulmonaire secondaire. Donc déjà, une fois qu'on a posé ça, on est content parce qu'on sait ce qu'on va rechercher, on sait pourquoi on le cherche et on sait pourquoi on essaie d'avoir une IT, une IP, etc. D'accord?
Donc, on va commencer par une situation où on a une CIV restrictive. Donc, restrictive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est petite en taille, en général. Ça dépend des gens, mais une CIV restrictive, en gros, c'est ça. Donc, qu'elle est restrictive, ça veut dire quoi en petite en taille? Ça veut dire qu'elle n'égalise pas les pressions. Je vous rappelle qu'une large CIV égalise les pressions. D'accord? Si c'est très large, si j'ai un gros trou, ben, dans le ventricule gauche en systole, j'ai la même chose en diastole. Donc là, ça ne sert à rien de prendre une unité parce que j'ai déjà la pression artérielle pulmonaire, j'ai déjà la pression dans le ventricule droit. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Par contre, quand j'ai une CIA qui est petite, la vélocité, ça c'est Bernoulli, la vélocité de cette CIV va être indirectement, et si on fait une approximation, le reflet de la différence de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire de tout ça? Je vous rappelle que mon but dans la vie, c'est d'avoir des pressions pulmonaires. Alors, si vous avez une fuite pulmonaire, tant mieux, parce qu'avec la fuite pulmonaire, vous avez directement les pressions artérielles pulmonaires moyennes, si en protosystole, en protodiastole de la fuite pulmonaire. Je suis contente. Soit vous avez une IT, et dans ce cas-là, c'est bien, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait le raisonnement à l'inverse. Soit vous avez une CIV, et on est content aussi quand on a des shunts, parce que ça nous permet d'avoir le reflet des pressions pulmonaires. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Donc, quand j'ai une CIV restrictive, j'ai un gradient VG aorte qui est applicable. Donc, je peux estimer la pression dans le ventricule droit, la PVD. D'accord? Parce que la différence entre la PVG et la PVD, c'est 4 mètres par seconde. Alors maintenant, si je veux l'IT, ben, c'est assez simple, je fais le calcul à l'inverse. D'accord? Je sais que la pression dans le ventricule gauche moins la pression dans le ventricule droit, c'est égal à 4 mètres par seconde. D'accord? Donc si je prends Bernoulli, c'est 4 fois 4 au carré, donc ça fait 42. D'accord? Maintenant, je sais que la pression dans le ventricule gauche, je l'ai parce que j'ai ma tension artérielle. Donc c'est 85. Donc j'ai 85 moins PVD égale 4 fois 16. OK? J'espère que vous me suivez. Donc, j'ai un calcul simple, hein, c'est une soustraction. La PVD, mais ça, on l'avait déjà fait. PVD est égal à 21. La pression dans le ventricule droit, c'est égal à 21 mm de mercure. Et l'IT, c'est quoi? L'IT, c'est la différence de pression entre l'oreillette droite et le ventricule droit en systole. Donc, l'IT, c'est égal à PVD qui est égal à 21, moins, si la veine cave est dépressible, une estimation de l'oreillette droite, de la pression dans l'oreillette droite, de manière complètement arbitraire à 5 mm de mercure. D'accord? Quand elle est dépressible, on dit que c'est en tout cas inférieur à 5. Donc, je peux estimer que mon IT, c'est égal à 21 moins 5 et ça me fait une Vmax à 2 mètres. OK? Donc là, je sais que ma PVD est basse et si je n'ai pas de sténose valvulaire pulmonaire, d'accord, si ma PVD est basse, ça veut dire que mes pressions pulmonaires, ma PVD en systole égale mes pressions pulmonaires artérielles en systole, si j'ai aucun obstacle. Donc là, je peux dire que mes PAPS sont basses. D'accord? Donc, a priori, cet enfant n'a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Qu'il a une CIV qui chante, hein, qui va augmenter son débit pulmonaire, mais que j'ai des pressions pulmonaires basses, donc des résistances pulmonaires basses. Ça, c'est très important de le comprendre. Je vais continuer avec le cas du canal artériel. C'est exactement la même chose. Il suffit de faire exactement le même calcul. On l'avait déjà fait. Et donc, je vais avoir 35. D'accord? Donc là, je vais avoir déjà un peu plus de pression pulmonaire. Je vais avoir 35, ce qui est déjà des pressions pulmonaires qui commencent à s'élever. Donc ça, je vais commencer à le suivre beaucoup plus et à me poser la question de la fermeture. OK? Donc, je regarde un peu si vous avez des questions parce que c'est extrêmement important. C'est la base de quasiment toute la cardiologie pédiatrique. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi les obstacles ont une stage pulmonaire? L'élévation des résistances vasculaires pulmonaires n'est pas systématique quand on enlève les pressions pulmonaires. Non, ce n'est pas systématique.
Ça dépend des pressions pulmonaires. On peut élever un tout petit peu ces pressions pulmonaires sans qu'on ait des résistances vasculaires pulmonaires qui augmentent beaucoup. Alors, Vmax, VGVD 4 mètres est juste un exemple. Oui, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous montrer comment on calcule l'unité. Alors, il y a quelqu'un qui me demande de réexpliquer. Je n'ai pas bien compris. Mais alors, j'aimerais bien savoir ce que tu n'as pas bien compris. Ce que je dois réexpliquer, exactement. Ou les autres. Hein. Mais vous pouvez prendre la parole. Hein. Vous pouvez allumer votre micro si vous ne l'allumez pas tous en même temps. Ce serait pas mal. Hein. S'il y en a qui veulent allumer leur micro, par exemple, la personne qui m'a posé la question de le spectateur anonyme qui n'a pas très bien compris. En général, s'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris, il y en a au moins plusieurs dans l'assemblée qui n'a pas bien compris. Je pourrais expliquer parce que c'est vraiment extrêmement important, ça. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, par contre, quand on pratique une ETT, le calcul de l'IT se fait automatiquement. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec la personne qui pose la question, mais parfois, on n'a pas l'IT. Hein. Parfois, on n'arrive pas à avoir d'IT ou on n'en a pas. Donc, quand on a une IT et une IP, c'est ce que je vous disais, on est content. Mais quand on n'en a pas, c'est déjà plus compliqué. On n'a pas toujours la chance d'avoir des fuites au niveau des valves qui nous permettent d'estimer les pressions pulmonaires. Par contre, si on a un shunt, on est content. Du coup, le septum... Alors, Yasmine, par contre, quand on pratique du coup, le septum suffit SIV. Je n'ai pas compris. Si tu peux préciser ta question. Et ensuite, je passe à la diapo suivante. Le mouvement du septum interventriculaire, non, ça ne suffit pas. Alors, très bien, ça c'est bien qu'il y ait une question qui soit posée comme ça. Alors, vous avez la fameuse courbure septale en échographie. Donc, classiquement, on dit, on fait une petite axe et puis on dit que le septum interventriculaire, normalement, en systole, la pression dans le ventricule gauche en systole, j'espère que vous l'avez bien compris, elle est largement supérieure à la pression artérielle du ventricule droit en systole. Donc, le septum interventriculaire, il bombe dans le ventricule droit. OK ? Donc, on parle de courbure septale. On parle de courbure septale de type 1 si ce bombement va vers le ventricule droit. S'il s'aplatit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression dans le ventricule droit augmente. Et ça veut dire que la pression dans le ventricule droit est égale à la pression dans le ventricule gauche. Et s'il s'inverse, c'est assez simple à comprendre, ça veut dire que la pression pulmonaire la pression dans le ventricule droit est supérieure à la pression dans le ventricule gauche. Donc, la courbure septale est une aide, on va dire, quand on n'a pas de fuite pulmonaire, quand on n'a pas de fuite tricuspide et quand on n'a pas de shunt, parce que si j'ai une CIV, j'ai la réponse, il suffit de mesurer la vélocité de la CIV, pour estimer de manière assez, comment dire, je vais trouver le mot, de manière assez grotesque, on va dire, les pressions pulmonaires. Ça ne suffit pas parce que je peux avoir une hypertension artérielle pulmonaire, d'accord, une maladie avec une hypertension artérielle pulmonaire infrasystémique. Si ma pression dans le ventricule droit, elle est à 40 ou même 50 et que j'ai des pressions artérielles pulmonaires moyennes à 40, j'ai une hypertension artérielle pulmonaire, c'est la définition, mais la pression dans le ventricule droit, elle est infrasystémique. Donc, j'aurai une courbure de type 1. Donc, ça ne suffit pas pour éliminer la pression pulmonaire. Ça veut juste dire qu'elle est infra, iso ou supra. C'est bien qu'on ait posé cette question. Alors, le cas clinique numéro 2 de shunt, je crois qu'on l'avait fait, mais c'est très bien qu'on revoie parce que c'est vraiment extrêmement important que vous compreniez ça. Il a 3 jours de vie, il a un souffle systolique, bon, à peine perceptible, et j'ai une tension à 80, une tension systolique qui est normale pour un nouveau-né. Je fais l'échographie, on me dit oui, il y a un souffle à naissance, je fais l'échographie et je retrouve une CIV périmembraneuse de 6 mm, gauche-droite, Vmax 1,2. Première question, est-ce qu'il y a de l'hypertension pulmonaire et comment je la chiffre? Deuxième question, est-ce que je donne un traitement? Troisième question, qu'est-ce que je dis aux parents? Je vous laisse
1 minute, parce que c'est vraiment très important. Et on l'avait déjà fait, mais c'est bien qu'on le refasse. Je vous laisse 1 minute pour y réfléchir. Alors, on va reprendre maintenant le cas. Donc, c'est un enfant, c'est un nouveau-né déjà. Qu'est-ce que ça veut dire nouveau-né? Ça veut dire que les résistances vasculaires pulmonaires peuvent être encore élevées. D'accord? Donc, on entend que les résistances vasculaires pulmonaires, elles chutent dès la naissance. Oui, ça chute dès la naissance. Mais elles peuvent être encore un peu élevées. Donc, on s'inquiète moins, voire on ne s'inquiète pas si les résistances vasculaires pulmonaires d'un nouveau-né sont un peu élevées. Ensuite, j'ai une CIV de 6 mm. Alors, je vais lire vos réponses. « 74. Alors, je vais lire vos réponses. Donc, déjà, si j'ai une CIV de 6 mm et que j'ai un gradient Vmax de 1,2, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que 1,2, ça veut dire qu'il y a très peu de différence entre la pression dans le ventricule gauche, qui est égale à 80, puisque j'ai la tension artérielle, et la pression dans le ventricule droit. Donc, en gros, j'ai 75 de PVD, si vous faites le calcul à peu près, avec 1,2 de gradient. Est-ce que ça veut dire que j'ai de l'hypertension artérielle pulmonaire? Alors, oui et non. Oui et non, parce que j'ai une CV qui est large, 6 mm, peut-être que vous ne vous rendez pas forcément compte, mais 6 mm, c'est très large. Donc, ça peut être une CV qui égalise les pressions. Donc, si ça égalise les pressions, c'est normal que ma Vmax soit basse. D'accord? Donc, attention encore une fois à ça. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça veut juste dire que j'ai une PVD qui est égalisée par rapport à la large CIV. Alors, donc, je mesure, j'ai 75 parce que j'ai une CIV large et ou parce que j'ai des résistances pulmonaires qui ne sont pas encore complètement, basses. Enfin, qui n'ont pas encore beaucoup, enfin, qui n'ont pas baissé encore. Ensuite, est-ce que je donne un traitement à la fin de la consultation? C'est un nouveau-né de 3 jours de vie. Donc, pour l'instant, on voit comment il évolue. Puisque les pressions pulmonaires sont élevées et que c'est probablement à cause des résistances qui sont élevées, il est pour l'instant à poumon protégé parce qu'il n'y a pas de débit. Quand j'ai des résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées, je n'ai pas de débit. D'accord? J'ai une résistance. Donc, j'ai moins de débit qui va dans les poumons. Donc, pour l'instant, l'enfant, il n'a pas de signe d'hyperdébit. Et ensuite, quel pronostic évolutif donnez-vous aux parents? Ben, c'est simple, je dis aux parents que la CIV, qui est une CIV large, dans quelques jours à quelques semaines, en général moins de 3 semaines, va commencer à engendrer des signes cliniques qui sont les signes d'hyperdébit au moment de la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, ce qui va engendrer un hyperdébit pulmonaire et donc les signes qu'on connaît, c'est-à-dire polypnée, mauvaise prise de peau. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux parents, c'est que dans les jours ou les semaines qui arrivent, les signes d'hyperdébit pulmonaire apparaissent. 6 semaines plus tard, alors, en général, on les voit, ces enfants-là, au bout de 15 jours, 3 semaines, pour s'assurer justement qu'il y a bien une baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Il a pris 300 grammes. Je vous laisse faire le calcul de combien ça fait de grammes par jour, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas assez. Il a des difficultés alimentaires, il a une hépatomégalie, un souffle peu intense et une cardiomégalie. Donc ça veut dire qu'il a des signes d'hyperdébit pulmonaire, très important. Le souffle peu intense, ça veut dire qu'il n'y a pas de gradient important entre le VG et le VD. Et j'ai une cardiomégalie parce que j'ai des signes d'hyperdébit, en tout cas, qui vont augmenter là, je vous rappelle que les souffles, les CIV, dilatent les cavités gauches par hyperdébit pulmonaire. Donc ça veut dire que ça confirme l'hyperdébit
pulmonaire. Je refais l'échographie. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Les échographies dans les CIV, ça ne nous aide pas plus que ça. Hein. Donc, la CIV est toujours de 6 mm. Donc, les CIV périmembraneux, je vous rappelle qu'elles ont un potentiel de fermeture spontanée, mais que c'est extrêmement lent et que ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même jusqu'à 2 ans pour une fermeture complète. La Vmax confirme que je n'ai pas beaucoup de gradient de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit, lié à la CIV qui est large, et j'ai un ventricule gauche qui est dilaté. Comment est-ce que vous classez cette CIV selon la quantification hémodynamique? Mince, pardon, excusez-moi. Donc ça, je vous passe, c'est assez facile, c'est une question de cours. C'est d'une type 2B. Son hémoglobine, elle est à 10 grammes. On sait qu'on peut faire un traitement médical. On va transfuser cet enfant pour essayer d'avoir au moins 15 à 16 grammes pour ce qu'on avait vu dans le cours CIS-CIV, augmenter la viscosité et donc espérer baisser le débit pulmonaire. Donc, quel paramètre souhaitez-vous modifier? C'est la viscosité. Sur le plan hémodynamique, c'est une baisse du débit pulmonaire. Et les autres traitements, c'est les diurétiques. Alors, on ne met pas des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On met diurétiques et puis du fer. Et puis, surtout, enrichir l'alimentation pour que cet enfant ait plus de calories. L'évolution numéro 2. 5 mois plus tard, je le revois, il va très bien. Donc, déjà, il n'a pas de symptômes. S'il n'a pas de symptômes, ça veut dire qu'il n'a pas d'hyperdébit pulmonaire. Donc, déjà, j'ai tout déduit. J'ai une CIV, je fais, et en plus, donc il n'a pas de... Il grossit bien, je l'ausculte, il a un souffle qui est très intense. Ça y est, hein, j'ai ma réponse. Hein, d'accord? Si j'ai un souffle qui est très intense, ça veut dire que j'ai un gradient VG aorte qui est très important. Ça veut dire que j'ai des pressions dans le ventricule droit qui sont basses et donc que les pressions pulmonaires sont basses. D'accord? Le ventricule gauche qui n'est pas dilaté, ça veut dire qu'il n'y a pas de débit pulmonaire significatif. Il peut y en avoir un peu, mais qui ne soit pas significatif, ce qui est confirmé par la taille de la CIV. Donc, de quel type s'agit-il? C'est type 1A. Et qu'est-ce que je dis aux parents? Donc, pour l'hyperdébit, on est content, on n'est pas inquiet pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Par contre, une CIV où j'ai un souffle qui est restrictif comme ça, le risque, c'est un risque d'endocardite qui est très rare, mais qui existe. Et l'autre risque, c'est le risque de fuite aortique, donc le fameux pédilobrie par aspiration de la cusp. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une CIV de 1,5 mm qu'on ne sera jamais opéré. On peut se faire opérer si la fuite aortique apparaît ou si malheureusement on a une endocardite. Alors, maintenant, j'ai un nouveau-né prématuré à 30 semaines qui fait 1,8 kg. Il a 1 mois de vie. On va peut-être après arrêter parce que ça fait déjà presque 2 heures. Vous inquiétez pas, on a un deuxième round vendredi. Nouveau-né prématuré 30 semaines, 1 mois de vie. Il a des pouls omples et bandissants aux 4 membres. J'ai une pression artérielle à 40-16. Vous voyez que la diastole est extrêmement basse. Et j'ai un souffle continu. Et j'ai une VNI qui n'est pas sevrine. Bon, ça, je ne suis pas inquiète pour vous. J'imagine que vous êtes à peu près tous au clair sur le fait que ce soit un canal artériel. Qu'allez-vous retrouver à l'échographie? Eh bien, on va retrouver un canal artériel hein, qui va chanter comment? Qui va chanter a priori gauche-droite, puisqu'on a des signes, encore une fois, d'hyperdébit. La VNI est non sevrable. Si j'ai un enfant qui a un canal artériel qui est droite-gauche, je n'ai pas de signe d'hyperdébit. Le sens du chant s'inverse. Hein. Donc, si j'ai des signes d'hyperdébit, c'est que forcément, le sens du chant est gauche-droite. Quel traitement? Ça, je vous laisse, vous savez beaucoup mieux gérer que moi, je pense, pour la plupart. Donc, soit paracétamol en fonction de où vous êtes, soit ibuprofène et ensuite paracétamol. Et quel traitement en cas d'échec? L'inverse, ibuprofène, paracétamol. Et puis, vous savez ou vous ne savez pas, mais il y a quelques centres, dont Necker, qui ferment les canaux par voie percutanée. Et puis, si échec ou non-indication, c'est-à-dire un canal artériel qui est trop large pour être fermé par cathétérisme cardiaque, ligature du canal artériel par voie chirurgicale. Donc, donc, je vous rappelle le fameux trépied, hein, s'il vous plaît. Pensez à moi la prochaine fois que vous ferez une échographie du canal artériel. L'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche qui va là-bas et le canal qui, lui, remonte et qui est gauche-droit et qui explique les signes d'hyperdébit. D'accord? Sachez que la vélocité du canal, malgré que vous n'ayez pas le droit d'appliquer Bernoulli parce que c'est un tube, Bernoulli, on ne peut l'appliquer que quand il y a une sténose, mais bon,
on peut faire des approximations. La vélocité du canal vous donne aussi le gradient de pression entre l'aorte et les artères pulmonaires. Donc, vous pouvez aussi calculer dans l'autre sens comme on l'a fait il y a à peu près 10 minutes. Sauf quand on a un canal artériel qui est très large, encore une fois, c'est le même raisonnement que la CIV. Si le canal artériel est très large, ça va égaliser les pressions. Alors, je regarde juste combien de cas cliniques il reste. Bon, on va finir, 37. Ouais, on va finir, comme ça on fera le reste la prochaine fois. Alors, mécanisme du souffle de la CIA. Alors, je regarde juste si vous avez des questions entre-temps. Alors, il y a quelqu'un qui me demande comment expliquer la tension basse. Pardon, excusez-moi, je reviens sur le canal avant de continuer sur la CIA. 46, si le canal est perméable et que la vénine soit non sevrable. Alors, je suis désolée, encore une fois, je n'ai pas compris la question. La tension, ici, la diastole basse, c'est parce qu'il y a un vol diastolique en systole. Le canal artériel, ça a créé un vol diastolique. J'ai fait une phrase qui ne voulait rien dire. Ça crée un vol diastolique, parce que c'est un souffle continu. Donc, en systole et en diastole, vous avez un débit aortique qui va être plus petit que le débit pulmonaire. Donc, il y a de l'hyperdébit pulmonaire, puisqu'en systole, vous allez avoir un hyperdébit, et en diastole, un vol diastolique. Donc, c'est pour ça qu'on explique la tension basse et l'hyperdébit, et donc la VNI non sevrable. On continue. Alors, le souffle de la CIA et pourquoi la tolérance néonatale de la CIA est bonne. Donc, je vous laisse 2 petites secondes, réfléchir. Je vous laisse encore une fois réfléchir comment ça chante une CIA. Donc là, à noter que c'est une CIA ostium primum, plutôt, parce que ici, vous avez la CIA ostium primum, c'est donc au contact des VAV, avec des VAV qui sont au même plan. Donc ça, c'est dans les CAV. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'une CIA, déjà, est-ce que ça peut souffler? Quelles sont les pressions dans les oreillettes? Voilà. Donc, on l'avait déjà vu au cours de CIA-CIV, on va reprendre. Mécanisme du souffle de la CIA. Donc, une CIA, ça souffle où? Ça souffle au foyer pulmonaire. Je vous rappelle qu'une CIA chante en diastole, en fonction de la compliance des ventricules, et que vous avez donc un souffle qui va apparaître en systole au moment de l'ouverture de la valve pulmonaire à cause de la surcharge diastolique du ventricule droit. D'accord? Donc, c'est un souffle d'hyperdébit pulmonaire, tout simplement, au niveau du foyer pulmonaire. Est-ce qu'une CIA, ça souffle? Une CIA, ça ne souffle pas parce que le gradient de pression entre les oreillettes, il est souvent très bas, de l'ordre de quelques millimètres de mercure, et donc il n'y a pas de souffle associé à ce gradient. Pourquoi la tolérance néonatale de la CIA est bonne? C'est simple, la tolérance de la CIA est bonne. Il faut se rappeler qu'un nouveau-né à la naissance, en tout cas en période fétale, les compléances sont les mêmes, du ventricule et du ventricule gauche. L'enfant va naître, fermer son canal artériel, baisser ses résistances sont les mêmes. La VD est quand même meilleure que le VG. À la naissance, le ventricule droit, dû à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, va acquérir une meilleure compliance du ventricule droit. Mais en tout cas, en période néonatale, le ventricule droit garde une compliance qui va être quand même plus élevée que celle d'un enfant et celle d'un adulte. D'accord? Donc, le shunt sera quand même moins important au niveau de la CIA, même des larges CIA. C'est pour ça, c'est à cause de la compliance du ventricule droit chez les nouveaux. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit peu travailler, au moins 1 minute. Je vous laisse m'écrire vos réponses. Les signes cliniques en cas de CIA large plus dysfonction diastolique du VG. CIA large plus dysfonction diastolique du VD. Je vous donne quelques secondes pour me répondre. Parce que c'est à travers vos réponses qu'on peut aussi avancer sur certaines... Hop. Alors, CIA large plus dysfonction diastolique du VG. Qu'est-ce qui va se passer? Les signes cliniques.
Quelqu'un? Alors, on va reprendre. Je vous rappelle que, alors, s'il y a quelqu'un, shunt gauche, droit majoré, donc dilatation des cavités droites. Alors, clinique. Donc, c'est bien, le raisonnement, c'est exactement celui-là, mais moi, je veux le signe clinique. Ça, c'est des signes échographiques. Super. Donc, réponse hyperdébit pulmonaire polypnée. Oui. Alors, je vous ai expliqué, et on vous a expliqué, que le shunt à travers une CIA dépendait de la compliance des ventricules. Maintenant, et surtout de la différence de compliance des ventricules. Si j'ai un ventricule droit qui a une compliance normale, mais si j'ai un ventricule gauche qui est encore moins compliant, le shunt il va se majorer. Donc, tout ce qui va faire que le ventricule gauche aura une dysfonction diastolique, c'est-à-dire qu'il va être encore moins compliant, va augmenter tous les shunts à l'étage atriaux. Et c'est dans ces cas-là que, en période néonatale, une CIA peut parler. Alors, quand est-ce qu'on a une dysfonction diastolique du ventricule gauche? Quand on a des obstacles au niveau du ventricule gauche, tous les obstacles du ventricule gauche, l'hypertension, les sténoses, etc., donnent des dysfonctions diastoliques du ventricule gauche. Et aussi, quand la taille du ventricule gauche, quand on a une hypoplasie du ventricule gauche, vous avez une dysfonction diastolique du ventricule gauche. Alors, est-ce que l'enfant est bleu? Parce que là j'ai la réponse d'Anthony qui dit CLH, donc... ah oui, donc d'accord, l'autre chose. Donc, effectivement, quand j'ai une CLH, dysfonction diastolique du VG, je majore mon shunt à l'étage atrial, j'augmente mon débit pulmonaire, et là apparaissent les signes d'hyperdébit pulmonaire. Maintenant, effectivement, si j'ai une CLH plus une dysfonction diastolique du ventricule droit, le raisonnement il est inverse. Le ventricule gauche devient plus compliant cette fois-ci que le ventricule droit et le shunt s'inverse, donc je deviens bleu. D'accord? C'est le cas de l'hypertension artérielle pulmonaire, vous connaissez, tout ce qui va augmenter la contrainte sur le ventricule droit, tous les obstacles du ventricule droit, tout ce qui va faire que le ventricule droit va être hypoplasique, ou en tout cas ou fonctionnellement ou anatomiquement, donc l'Epstein, etc. Dans ce cas-là, je vais avoir une majoration du shunt. Et d'ailleurs, quand on voit que la CIA est droite-gauche, s'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire qu'on se dit « oulala, le VD n'est pas compliant ». Donc, je vais avoir un enfant qui va devenir bleu et qui n'aura plus ou pas de signe d'hyperdébit pulmonaire. Ensuite, j'espère que vous avez bien compris ça. Je peux réexpliquer si vous n'avez pas tout saisi. Qu'est-ce que je recherche maintenant en cas de CIA large et dilatation importante du VD chez un nourrisson? Idem, je vous laisse 10 secondes. Il faut que vous travaillez un petit peu. Quelqu'un? Donc, si j'ai une CIA large, j'ai une dilatation importante du VD. Exactement. Qu'est-ce que je recherche? C'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, ça veut dire que j'ai un ventricule gauche qui a une dysfonction diastolique. Dysfonction diastolique du ventricule gauche. Je recherche tous les obstacles gauche et je recherche aussi, ça se voit assez facilement, une hypoplasie du ventricule gauche. Donc, tout ce qui altère la fonction diastolique du ventricule gauche ou même une hypertension artérielle. D'accord? Donc, il faut comprendre que tout ça, ça va nous aider à raisonner. Tous les shunts, en fait, nous aident à raisonner. On ne cherche pas des shunts, on cherche à expliquer à travers les shunts la physiologie. Donc, on recherche tous les obstacles gauche. CIA petite et dilatation importante du VD chez un enfant.
RVPA partiel, oui, très bien. D'accord. Donc, la CIA elle-même toute seule, je regarde parce qu'il y a deux forums de chat en fait. Donc, la CIA toute seule n'explique pas pourquoi les cavités droites sont dilatées. Donc, ça veut dire que on a quelque chose, une autre structure qui surcharge les cavités droites et souvent sont associées en particulier dans la CIA sinus venosus, qui est la définition à un retour veineux pulmonaire partiel associé. Donc, très bien. Voilà pour la CIA, on va poursuivre. Alors, oula, pardon. Je vais garder les derniers cas. On va finir sur ce cas clinique-là parce que le dernier, il est plus dans les QPQS et il fera plus la liaison avec mon cours de vendredi. Alors, j'ai un nouveau-né de 4 mois qui a un diagnostic de CIV sur souffle. Qu'est-ce que vous proposez si la CIV est musculaire de 2 mm très restrictive chez un enfant asymptomatique? Ça, c'est facile. Je vous laisse répondre. Oh, pardon. Je mets la fenêtre à côté. Bah, écoutez, à part une surveillance simple, on ne va rien proposer. Une CV musculaire de 2 mm, très restrictive, donc pas d'hyperdébit pulmonaire chez un enfant qui est asymptomatique, a de forts potentiels de se fermer tout seul. Une CV musculaire, ça peut se fermer tout seul, donc on ne fait rien. Surveillance. Optimisation calorique, non. Optimisation calorique uniquement quand on a des signes d'hyperdébit. Hein. S'il n'y a pas de signes d'hyperdébit, on ne va pas aller enrichir les enfants. Donc, juste surveillance. La CV, elle est infundibulaire. Donc, la CV infundibulaire, c'est dans la nouvelle classification, c'est la juxta-artérielle. Elle est restrictive avec une insuffisance aortique. Qu'est-ce que vous faites? La question, c'est peut-elle se fermer hein? Et quel est le retentissement sur les pressions pulmonaires? La question, c'est est-ce qu'une CV infundibulaire, juxta-artérielle de la haute-lette, peut se fermer? La réponse est non, même si elle est restrictive. Surtout s'il y a, exactement, on opère, surtout en plus maintenant qu'il y a une insuffisance aortique. Donc ça, il n'y a pas de débat, les CV de la haute-lette ne peuvent jamais se fermer spontanément, donc on les opère. La CIV apicale est large avec de multiples CIV musculaires moyennes. Donc j'ai une grosse CIV, donc hyperdébit, d'accord? Ça va égaliser les pressions. J'ai plusieurs CIV, donc qu'est-ce que je fais? Alors, il y a plusieurs choses possibles. Première chose, c'est qu'on fait un traitement médical. Oui ou non? Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on espère que ces CV se ferment? Alors, les CV musculaires, elles ont un potentiel de fermeture spontanée. Ça, c'est vrai. Donc, on espère avoir une fermeture des CV musculaires. Maintenant, la CV apicale large, tout de suite, déjà, on a moins d'espoir pour cette CV large apicale. Elle peut en partie se fermer, mais pas complètement. Donc, on sait qu'à un moment donné, on ira fermer cette CV par voie chirurgicale. Maintenant, le problème des CV apicales, c'est qu'il faut aller à la pointe du cœur et que pour les chirurgiens, c'est très compliqué d'aller à la pointe du cœur. Donc, les CV apicales, sachez que c'est les plus difficiles à opérer. Là, dans ce contexte-là, on a une CV apicale qui est large, donc difficile à opérer, plus des CV multiples. Donc, on ne va pas aller, en tout cas chirurgicalement, c'est compliqué d'aller fermer toutes ces CV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger les poumons de l'hyperdébit et donc on va le cercler pour que les CV musculaires qui ont un potentiel de fermeture spontanée se ferment spontanément et qu'on ait plus tard une seule CIV à opérer avec le décerclage pulmonaire. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà pas mal. La prochaine fois, on fera les calculs de shunt et on fera peut-être un peu de rythmo si on a le temps. Est-ce que, voilà, il y a des choses que vous voulez... est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses particulières? Alors, avec M. Bonnet, on va échanger nos cours. M. Bonnet fera cas clinique le matin et moi, je ferai cas clinique l'après-midi. Donc, vous me direz s'il y a des choses que vous voulez revoir en particulier.